Dans cette vidéo, je suis rejoint par Raphaël Blaro de la chaîne Blablaro au labo, un chimiste qui va nous expliquer comment le régime cétogène fonctionne à la fois au quotidien mais aussi au niveau scientifique. Il y a des morceaux un petit peu plus techniques et d'autres beaucoup plus concrets, terre à terre. On va parler à la fois de l'alimentation au jour le jour mais aussi de la performance sportive parce que Raphaël, en plus d'être un grand scientifique, est un grand sportif dans les arts martiaux. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques coups avec lui. Enfin, plutôt, il m'a laissé lui donner des coups parce que sinon, il m'aurait démonté. On s'est beaucoup amusé et la discussion plus l'échange que l'on a eu prouve que c'est non seulement un grand scientifique, un grand sportif, mais aussi une grande personne. Place à ma discussion avec Raph. Raph, bienvenue dans le podcast. Merci, et merci de m'accueillir dans ton dojo, là où tu donnes tes cours. Et c'est avec plaisir. Aujourd'hui, on a plein de sujets qu'on peut aborder, mais le premier qui m'intéresse beaucoup, c'est la cétose, parce que je sais que tu sors ou que tu es dans un régime cétogène et que tu as cette approche scientifique qui va être très intéressante, parce que moi j'ai une approche beaucoup plus pratico-pratique, beaucoup plus du terrain, beaucoup plus vulgarisatrice. Là où toi, tu es vraiment un spécialiste de la chimie, je pense que je peux le dire, puisque tu es prof de chimie. Et donc, ça va être intéressant que tu nous expliques certains phénomènes, en plus de nous expliquer ton parcours. Donc, tu es prof de chimie ? Ouais, professeur de chimie et professeur de kung-fu, parce que je donne pas des cours de chimie sur les tatamis. Tu vas faire rêver mon fils, tu vas faire rêver mon fils. Ouais. Tu vas faire rêver mon fils, là, on vient de regarder Kung Fu Panda 3, quand tu vas lui faire une vidéo avec des coups de pied retournés, il va être comme un fou. On va faire ça juste après, quand on s'entraînera, mais c'est toi qui feras un coup de pied retourné. Je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir faire ça, mais ça peut être rigolo. Tu manges en cétogène. Est-ce que juste pour info, est-ce que tu t'es testé ? Ou est-ce que juste tu observes le fait que tu te sens en cétose ? Ou est-ce que tu l'as testé de manière objective ? Alors, c'est-à-dire que, tu veux dire dans le sens, là j'ai fait une prise de sang par exemple, j'ai fait un bilan sanguin. Ouais, prise de sang ou pipi sur des bandelettes. Voilà, alors non, j'ai pris la cétonémie aussi par l'air expiré, tout simplement. Bon, qui est pas forcément hyper fiable, parce que ça dépend d'un tas de trucs. Ça donne une indication quand même. Hein. Comment ? Ça donne quand même une indication. Ça donne une indication, mais j'ai vite vu qu'il y avait quand même des facteurs qui pouvaient brouiller les mesures, mais je me suis amusé effectivement à tracer une courbe de ma cétonémie. Voilà, c'est le genre de truc qui m'éclate. Mais effectivement, du coup, l'alimentation cétogène, j'ai démarré là, au jour où on tourne, il y a 1 mois et demi. J'ai démarré par du strict, ou vraiment zéro glucides. Et puis là, je suis plus dans une phase où de temps en temps, je vais mettre des glucides de manière stratégique, ou parfois, si j'ai pas le choix. Comme quand on a mangé ce midi, Ouais, on a ouvert un petit peu les cadres. Voilà, on a ouvert un petit peu le cadre, mais l'idée étant de faire surtout par curiosité, pour d'abord observer ce que ça fait sur moi. Et en même temps, du coup, je me suis pris un peu de passion pour le sujet, parce qu'au niveau chimie, physiologie, il est passionnant, et donc je me suis mis à lire des bouquins, etc. J'avais regardé évidemment toutes tes vidéos, qui sont excellentes. Merci. Et à aller regarder un petit peu aussi ce que disait la littérature scientifique. Du coup, tu es passé en cétose. Et qu'est-ce que ça veut dire passer en cétose au niveau du corps humain ? Alors après, on peut parler des bénéfices de la cétose, etc. On peut parler de tes bénéfices, parce que moi, j'ai déjà parlé des miens sur la chaîne. Mais c'est quoi passer en cétose au niveau du corps humain ? Alors, pour expliquer bien le passage en cétose, il faut déjà repartir d'un fait, c'est que la machine humaine, c'est, comme je dis souvent, un moteur hybride qui fonctionne avec plusieurs réservoirs. Les 2 réservoirs principaux qu'on a pour fournir de l'énergie, ça tu as déjà expliqué dans des vidéos, on a les glucides qui peuvent fournir de l'énergie rapidement, les lipides de manière plus diffuse, plus en continu, et donc on coupe complètement les glucides. Donc ce qui se passe, c'est que ces 2 réservoirs, ils doivent approvisionner un besoin énergétique total, qui est quand même celui que vous utilisez au quotidien. Et quand on coupe complètement les glucides, ça fait que les lipides doivent produire plus d'énergie. Mais au moment où on coupe complètement les glucides, comme les lipides libèrent une énergie avec un faible débit, au début, c'est pas forcément suffisant. Donc, en gros, on met le corps en stress parce qu'on lui dit j'ai besoin de tant d'énergie, mais t'es pas encore capable de la produire assez efficacement. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le corps, dans ce cas, il s'adapte. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va adapter le métabolisme des lipides. Et donc, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que comme on n'a plus assez d'énergie, entre guillemets, produite assez rapidement dans les cellules, il va y avoir une production de ce qu'on appelle donc des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques vont permettre de produire une énergie supplémentaire. Donc on parle souvent de remplacement de carburant. Remplacement de carburant, c'est vraiment ça. On remplace les glucides par les corps cétoniques. Alors maintenant, je pense que l'idée, tu m'as dit, de ce podcast, c'est qu'on aille un peu dans le détail. Donc je vais
aller un petit peu au-delà maintenant pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Ouais. L'idée, c'est que quand vous regardez le métabolisme, en gros, les macronutriments qu'on connaît tous, on a les protéines, les lipides, les glucides. Cool. Je suis content que tu expliques, c'est important. Ouais, je pense que ça, bon, la plupart l'ont en tête, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important. Et il y a une molécule qui est au carrefour du métabolisme énergétique parce que la dégradation des lipides conduit à elle, la dégradation des glucides conduit à elle. Et pour les protéines, ça peut être un peu différent parce que leur but, c'est pas de produire de l'énergie. Et même la dégradation de l'éthanol, si on boit un coup, conduit à elle, c'est l'acétyl-coenzyme A. Donc c'est, je dirais, une molécule dont c'est bien de retenir le nom, acétyl-coenzyme A, qu'on appelle acétyl-CoA. Ouais. Et en fait, la dégradation des lipides, des glucides et de l'éthanol conduisent à l'acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA, il peut lui arriver plusieurs choses. Soit il va faire son chemin classique qui est ensuite d'être oxydé dans les mitochondries pour produire de l'énergie. Soit quand tu es en cétose, en fait, ce qui se passe, c'est que comme on consomme beaucoup de graisse et on produit beaucoup d'acétyl-CoA, et notamment dans le foie, on produit énormément d'acétyl-CoA dans le foie, à un moment donné, il y a tellement d'acétyl-CoA que le foie se dit « Ok, j'ai une partie que je peux oxyder pour faire de l'énergie, mais il y a un excès. » Et le truc, c'est que cet excès, le foie, il aimerait l'envoyer à toutes les autres cellules qui en ont besoin dans le corps. Le problème de l'acétyl-CoA, c'est qu'il n'est pas capable de franchir les membranes cellulaires. Sa structure chimique ne lui permet pas de passer facilement. Et donc là, le foie, il a une stratégie, c'est qu'il va transformer cet acétyl-CoA en corps cétonique. Donc les corps cétoniques, quand on parle de corps cétoniques, en fait, il y en a 3. Et donc je vous les présente parce que je me suis amusé, j'ai amené les petites molécules. Donc voilà, le premier, tiens, c'est l'acétoacétate. Ça, c'est le prof de chimie, ça. Lui, c'est l'acétoacétate. Okay. Cet acétoacétate, ensuite, c'est là qu'on va ensuite peut se transformer en bêta-hydroxybutyrate. Celui-là, je l'aime bien, parce qu'on en parle énormément dans le... Et c'est quasiment les mêmes. Comme substrat énergétique. Regarde, si tu les compares, on a la même chaîne partout. Il y a juste ici que ça change. Ici, on a ce qu'on dit une fonction alcool et ici une fonction cétone. Donc pour ceux qui nous écoutent, il y a 4 atomes de carbone au centre, c'est ça? Voilà, les boules noires sont les carbones, les blanches sont les hydrogènes, et les rouges sont les oxygènes. Okay. Et donc quand on passe de l'acétoacétate au bêta-hydroxybutyrate, c'est simplement ce qu'on appelle une réduction en chimie. Il y a une cétone qui est réduite en groupement alcool, bref. Okay. Et ensuite, celui-là peut être converti en acétone ou propanone. Et donc ça va partir dans l'air expiré. C'est ce qui fait que quand on rentre en cétose, c'est un des indicateurs d'ailleurs, on a la laine qui va changer un peu d'odeur, qui peut avoir un petit peu le... Et c'est notamment ce qu'on va mesurer dans les tests. Avec la cétonémie par air expiré, c'est l'acétone que tu mesures. C'est ça. Si tu fais une mesure à partir d'une prise de sang, ça va être le bêta-hydroxybutyrate. Et si tu le fais à partir des urines, normalement, c'est plutôt l'acétoacétate. À vérifier, je suis quasiment sûr de ce que je dis. Ok. Il faudrait jeter un œil, mais globalement, c'est ça. Et donc, le plus grand représentant de ces 3 corps cétoniques, c'est le bêta-hydroxybutyrate. Ce qui énerve un peu un prof de chimie comme moi, parce qu'en fait, il n'y a pas de fonction cétone, c'est le seul des 3, qui n'est pas vraiment une cétone au sens chimique du terme. Mais pour ce qui nous intéresse, honnêtement, on s'en fiche. Okay. C'est une petite info comme ça. Et donc voilà nos 3 corps cétoniques. L'idée, c'est que donc le foie, comme je le disais, il a trop d'acétyl-CoA. Il convertit cet acétyl-CoA en ces molécules-là. Ouais. Et ces molécules-là, elles ont la possibilité de franchir les membranes des cellules. Et donc, elles vont aller retourner dans toutes les cellules du corps qui ont besoin, je sais pas, j'ai une connerie, dans ton biceps, si tu fais des biceps curls, qui ont besoin d'énergie. Et dans la cellule, elles vont être reconverties en acétyl-CoA. Et donc, ça va pouvoir produire l'énergie. Donc en gros, les corps cétoniques, souvent on dit que ce sont des substrats énergétiques, c'est pas faux, mais en fait, c'est surtout voilà, c'est des transporteurs. En fait, c'est de l'acétyl-CoA qui s'est transformé pour être transporté jusqu'aux autres cellules. Voilà. Comment est-ce que ça explique? Vas-y, je te laisse. Je voulais juste dire que c'est comme ça qu'en fait le foie, en faisant toute cette conversion en corps cétonique, arrive à approvisionner l'ensemble de l'organisme. Et donc il y a vraiment une phase de transition, notamment pour le cerveau beaucoup, et je pense que ça explique en partie la grippe cétogène, c'est-à-dire que le cerveau est habitué à fonctionner avec du glucose. Et donc ça, c'est un fait véridique. Hein. Il ne peut pas tourner avec les graisses directement, le cerveau. Par contre, quand on dit il est glucodépendant, il a absolument besoin de glucose, là, c'est pas complètement vrai, parce qu'en l'occurrence, il s'adapte assez vite. Et ça, il y a des études qui le mesurent. Il s'adapte assez vite. En fait, quand tu passes en cétose, il met un petit peu de temps, mais en fait, il va fabriquer des enzymes qui permettent de rendre l'utilisation des corps cétoniques pour repasser en acétyl-CoA, etc., plus efficace. Et donc, pour le cerveau. Ouais, le cerveau s'adapte vraiment à la cétose, en fait. Et qu'est-ce qui explique qu'on se sent à tel point avec un
clarté mentale décuplée, une énergie plus diffuse. Qu'est-ce qui explique ça entre la consommation de glucose et la consommation de lipides comme source énergétique? Moi, j'aurais tendance à penser, je sais pas si tu peux mettre une hypothèse, hein, on peut aussi... Ouais, c'est une hypothèse, mais parce que pour la clarté mentale, je suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu ingères des glucides, tu vas avoir le pic de glycémie, donc tu vas sécréter beaucoup d'insuline, donc ça va redescendre. Et si tes glucides, tu les étales bien, que tu n'en manges pas trop, ça va, mais sinon, tu as quand même cette glycémie qui redescend plus bas que la normale après par hypoglycémie réactionnelle. Et donc ça, comme ça t'as moins de glycémie, tu fonctionnes moins bien sur le coup, ça te met un peu un coup de barre. Donc je pense que donc ce serait pas tellement une question de glycogène, glucose et de corps cétonique à proprement parler, mais plutôt une question d'insuline. Et forcément, la diète cétogène, elle limite énormément cette production d'insuline, puisque tu vas avoir des repas qui vont avoir une montée en glycémie qui est quasi nulle. Alors pas nulle évidemment, mais qui est vraiment beaucoup plus modérée, et donc ta production d'insuline qui va être moindre aussi. Moi, je partirais là-dessus. Après, j'imagine qu'il y a d'autres choses, parce que je lisais des articles, dont, alors certains que je comprends bien quand ça reste dans la biochimie, et d'autres qui me sont un peu moins accessibles, mais il y a plein d'adaptations sur des facteurs de croissance, sur des choses assez compliquées. Donc j'imagine que... enfin, moi, je ne suis pas capable de... Voilà, je suis capable de répondre à certaines questions, je ne suis pas capable de saisir toutes les adaptations que je le pense corps que fait. personne ne l'est, parce que quand tu parles avec des spécialistes, tu vois, tu as un spécialiste de la biochimie, tu as un spécialiste, tu as un neuro, tu as un machin, et finalement, je pense qu'on regarde un peu tous... une pièce du puzzle, exactement, avec notre prisme ou une pièce du puzzle, et en fait, ce qui manque, je trouve, ce sont des spécialistes de plusieurs domaines qui travaillent ensemble pour trouver des solutions, tu vois. Comme on dit, si tous les cerveaux les plus brillants du monde s'étaient tous mis d'accord pour travailler 3 ans ensemble sur la prévention ou la guérison du cancer, il y a beaucoup de chances qu'il y en ait beaucoup moins à l'heure actuelle, simplement parce que chacun, tu vois, on regarde avec un angle et un prisme différent, et si tout le monde pouvait travailler ensemble, sans enjeux financiers aussi, parce que ça, on sait à quel point ça peut être il faut de délétère dans la l'interdisciplinarité, recherche. ça c'est super important. C'est clair. Et du coup, cette cétose, un truc qui revient énormément, c'est ok, mais j'ai besoin de glucides, j'ai besoin de féculents, j'ai besoin de sucre lent. Est-ce que est-ce qu'on peut expliquer pourquoi tu n'as pas besoin de féculents et de glucides pour fonctionner? Attention, j'ai pas dit que c'était optimal pour tout le monde de fonctionner sans. Oui. J'ai juste envie d'expliquer qu'on peut faire sans. Moi, encore une fois, je vais traiter l'aspect que je connais le mieux, donc l'aspect chimique et énergétique. Et pour moi, c'est parfaitement cohérent. Et puis, j'y crois encore plus maintenant que je l'ai testé sur moi. Tu l'as ressenti. Je l'ai ressenti, et de manière assez surprenante d'ailleurs. Mais l'idée, encore une fois, si on revient sur le fait qu'on est le moteur hybride et on a coupé les glucides, c'est que le problème des lipides, c'est qu'ils ont un faible débit d'énergie. Et le truc, c'est que quand on se prive de glucides et qu'on s'habitue à fonctionner avec les lipides et qu'on s'entraîne en fonctionnant qu'avec les lipides, etc., les adaptations qu'on va faire sont celles sur le métabolisme des lipides, notamment produire certains enzymes, produire plus de mitochondries, ce genre de choses, et donc qui va faire qu'on va augmenter le débit énergétique qu'on est capable d'avoir avec les lipides. Et donc, à terme, le but du jeu, évidemment, c'est que le réservoir des lipides seul permette d'arriver à l'apport énergétique, enfin à la dépense énergétique dont on a besoin, de manière efficace. Le challenge de beaucoup de gens là-dessus, tu me diras après si tu veux intervenir, le challenge de beaucoup de gens là-dessus, c'est vraiment cette dépendance aux glucides, mais cette dépendance qui n'est pas que psychologique et émotionnelle du réconfort que peuvent apporter les glucides, mais aussi vraiment physiologique. Il n'y a rien à faire. Si depuis la plus tendre enfance, tu es aux céréales petit déjeuner le matin, soda, tartine, sandwich, pâtes le soir, etc. En fait, ton corps ne sait pas comment faire d'autre. Il n'a juste pas encore la fonction de le faire. C'est pour ça que je propose toujours aux gens, à un moment donné dans leur vie en tout cas, de faire soit du low carb, soit très low carb, soit du cétogène. Pour en fait que ton corps, oui, il va faire la transition. Oui, ça va être un peu difficile. C'est surtout là, C'est surtout dans la tête. Et puis surtout, moi j'ai vraiment l'impression que quand ton corps a fait la transition une fois, après il est beaucoup plus flexible en fait. Tu as vraiment cette capacité après à fonctionner. Regarde, là ce matin on a fait un petit déjeuner, il n'y avait pas de glucides. On a mangé des œufs, une tomate et quelques amandes quoi. Donc autant dire qu'il n'y avait pas de glucides. Moi j'ai mangé un avocat en plus. J'ai pas du tout eu faim ou de coup de fatigue avant 14h quand on a mangé ce midi. Et par contre, je peux aussi utiliser un peu plus de glucides et aller tabasser en entraînement, etc. Tu vois. Mais tu m'aurais dit, quand j'avais, je sais pas, 15, 20, même 25 ans,
tu vas manger des œufs et un avocat et tu n'auras pas faim avant 14 heures, je t'aurais dit, jamais de la vie, c'est possible, jamais. Déjà, je mangeais toutes les 3 heures, par envie, mais par nécessité, tu vois. J'avais faim tout le temps. Le conditionnement. Et le conditionnement. Mais on peut se déconditionner. Moi, c'est vrai que c'est ce que m'a apporté de tester l'alimentation cétogène, c'est vraiment ça, même si je le savais intellectuellement, je ne l'avais pas vécu, de me dire, en fait, pendant 2 semaines, tu n'as rien bouffé avec des glucides, et en fait, tu te sens mieux, tu as plus la forme, tu n'as pas de coup de barre, tu as moins faim, tu dors mieux. Tu vois, donc, et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment bouffer des glucides ? Et après, bon, j'ai lu des articles et tout, et je me suis dit, bon, effectivement, il y a plein de bienfaits, mais je me dis, bon, il faut quand même que mon corps reste capable, effectivement, d'utiliser ces glucides pour les entraînements intenses. J'ai vu que sur les entraînements, j'avais des fois l'intensité qui pouvait fléchir un petit peu. Et donc là, maintenant, j'essaie de mixer un petit peu les deux, mais en fait, je me dis, quand je mange pas de glucides, je vois que c'est mieux. Je voudrais qu'on revienne sur l'entraînement sportif juste après, mais avant ça, quand tu dis c'est mieux quand je mange pas de glucides, c'est quoi les bénéfices que toi tu as ressentis avec cette alimentation? Moins penser à la bouffe. Ah ouais. Ouais, clairement. Je peux passer devant une boulangerie où il y a des trucs énormes. Avant, je me serais arrêté, j'aurais dit vas-y, donne-moi ça. Et maintenant, ça me le fait plus du tout. Ça n'empêche pas que par choix, je peux y aller si je veux, mais il y a vraiment ce truc-là qui est important. Les coups de barre, alors après, il y a des jours où tu peux être fatigué parce que tu as mal dormi, mais en tout cas, les énormes coups de pompe sont beaucoup moins présents. Ouais, le truc où tu craches complet, tu te bats et tu as envie de dormir. Ouais. Ça, c'est fini. Ça me tombe plus sur la tronche. Il y a un peu la sensation de liberté à l'entraînement. Genre, l'autre fois, je m'entraîne au bout de 3 heures d'entraînement pendant un stage. Je me dis, vas-y, moi, je peux t'en remettre 2. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, il y a aussi cette sensation de te dire, j'ai plus besoin de recharger par des glucides. Évidemment, encore une fois, hors entraînement intense, fractionné, etc. Ouais, on peut en parler après de ça, mais en tout cas, toi, ton bienfait, ça a été de te dire, je peux partir pour 3 heures d'entraînement sans être stressé si j'ai pas une collation au milieu. Quoi. Ouais. C'est quand même aussi très libérateur, ça. Gain d'autonomie. Ouais. Gain d'autonomie. J'ai l'impression que sur le sommeil, c'est un peu mieux. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que sur le sommeil, c'est un peu mieux. À voir sur le long terme ce que ça dira, mais moi qui ai des petits problèmes de sommeil, j'ai quand même l'impression que ça s'est un peu calmé. On sent vraiment que pour les personnes qui sont très dépendantes aux glucides et qui mangent très régulièrement, tu vois, moi dans mon boulot, je croise régulièrement des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas manger espacés de plus de 3 heures, voire de 2 heures. Et récemment, j'avais une fille que j'avais coachée et qui ne pouvait pas manger, qui ne pouvait pas passer plus d'1 heure et demie sans manger. Ah ouais. 1 heure et demie, t'imagines ? Ouais. T'imagines la vie, hein ? Ça veut dire que 1 heure et demie, toutes les heures et demie, elle mangeait. Ça veut dire que si on te lâche comme ça dans un endroit. Mais c'est ça, t'imagines le stress ? Ouais. T'imagines, c'est-à-dire que où que tu ailles, quoi que tu fasses, il faut que tu aies de quoi manger, des glucides à disposition, sinon tu sais que tu vas pas tenir le coup. Et là, il y a quand même ce côté avec les lipides, avec la cétose, et encore plus avec le jeûne, où en fait, je trouve que tu prends confiance. Tu prends confiance dans ce que ton corps peut faire et comment il peut gérer cette situation de manque d'apport énergétique, voire carrément de famine pendant quelques heures ou quelques jours, tu vois ce que je veux dire ? Alors c'est vrai que oui, ouais, c'est exactement ça. C'est une grosse adaptation mentale et tu peux passer beaucoup plus de temps sans manger. C'est vrai que la tentation de sauter un repas, elle est plus grande, des fois de me dire, en fait, j'ai pas envie de manger, alors qu'avant, peut-être j'avais un peu plus peur de me dire, mais est-ce que je vais pas avoir un coup de barre ? C'est paradoxal, en fait, ce qui te donne le coup de barre, c'est le repas, c'est pas le fait de l'avoir sauté. C'est dingue, souvent. C'est dingue. Et c'est-à-dire que, mais c'est puissant ce que tu viens de dire, parce que la plupart du temps, on pense qu'on est dans cet état-là parce qu'on n'a pas assez mangé ou parce qu'on manque de quelque chose. Mais en fait, ton manque, il est provoqué par ce que tu as mangé avant, en fait. Ouais. Donc peut-être que tu te lèves déjà avec une insuline à jeun qui est trop élevée, etc. Donc on peut avoir, tu vois, des symptômes du prédiabète et tout. Et puis tu peux avoir vraiment ce côté, ton premier repas, peu importe l'heure à laquelle il est, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, je jeûne et ça marche pas. Oui, mais si tu casses ton jeûne, que ce soit à 6 heures du matin ou à 14 heures, mais que tu commences par une charge de glucides intergalactique, forcément tu vas avoir le même truc de... Tu vois, tu vas vraiment monter et te prendre un gros crash derrière, quoi. Et derrière, tu te dis, mais il me faut un café, il me faut une barre chocolatée, il me faut un truc pour encore et encore et encore remonter. Ça, c'est vraiment un de mes combats, en fait. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui pensent que je suis anti-glucides, c'est totalement faux. Je suis pas du tout anti-glucides, en fait. Je suis anti-excès de glucides. Mais je suis anti-excès de tout, de toute façon. Mais je suis anti-excès de glucides parce que c'est le mode par défaut à l'heure actuelle de notre société moderne, France, Belgique, Canada, machin. On est sous perfusion permanente de glucides. Tu dis ça, sous perfusion de glucides, tu vois. C'est un terme que j'utilise beaucoup parce que c'est vraiment ce que je pense, c'est qu'on mange beaucoup trop de glucides et moi je suis entièrement d'accord là-dessus. Je le vois, c'est ancré à des points. Maintenant, on est tous les deux papas, on a tous les deux un enfant.
quand même assez jeunes et tu vois qu'ils sont pris au piège assez vite, je veux dire dans la société, que ce soit l'école, la famille, etc. Et du coup, te dire qu'en fait on a perdu la conscience de ça, de se dire attends, mange un peu des aliments entiers, mange un peu correctement et les bonbons, les conneries comme ça doit rester exceptionnel. C'est la fête. La fête maintenant c'est tous les jours, donc c'est vrai. Il y a un peu un souci quoi. Et tu vois, quand tu dis c'est la fête, j'aime beaucoup cette idée que les humains en fait étaient des créatures de famine ou de festin. Ouais. Donc en gros, ça veut dire que soit pendant 4 jours tu trouvais rien et tu avais la dalle et c'était très compliqué, soit tu tombais sur un gibier et alors là c'était le festin pendant une demi-journée, une journée. Jusqu'à ce qu'il soit fini. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ou jusqu'à ce qu'il soit plus bon. Ouais. Pareil en été, tu vois, donc c'est-à-dire qu'en été, si tu vis dans une région où il y a un petit peu de fruits, etc., c'est vite l'abondance en termes d'énergie disponible tout de suite, versus l'hiver où tu vas manger du chou et ça va être un petit peu compliqué de tenir. Et donc cette idée de festin versus famine, quoi. Et en fait cette capacité du coup du corps à dire là il y a beaucoup d'apports énergétiques, on va en stocker en suffisance, là il n'y en a plus du tout et on peut le déstocker et on sait fonctionner. Et ça c'est un truc que nous ne sommes plus capables de faire. Ouais. Nous ne savons pas en fait nous passer de manger et déstocker et utiliser toute cette réserve énergétique, j'aimerais vraiment qu'on en parle juste après, utiliser toute cette réserve énergétique pour fonctionner sans l'alimentation. On a vraiment cette croyance, maintenant je pense sincèrement que c'est une croyance, qu'on a besoin de manger 3 ou 4 fois par jour, ce qui est totalement faux. Ouais. Je parle pour l'être humain, qui est quand même majoritairement sédentaire. Pour le sportif, ça peut être différent, notamment quand tu cherches à faire de la construction musculaire ou à faire de la sauvegarde musculaire, ça on peut en parler aussi. Ouais, en fait c'est contexte dépendant, c'est-à-dire que tu as l'option de manger 1 fois par jour, de manger 2 fois par jour, de manger 3 fois par jour, de manger 4 fois par jour, et nous on n'en a qu'une en fait pour tout le monde, et tout le temps la même. Alors tu dois manger à 8h, 12h30 et 19h. C'est n'importe quoi en fait. Oui, mais c'est comme tu avais des injonctions de il faut prendre un bon petit déjeuner, etc. Et du coup, c'est faux. Et encore une fois, là-dessus, tu as des études qui sont intéressantes. C'est un des rares endroits dans la nutrition où vraiment ils démontrent qu'en fait, tu vois, pour la perte de poids, je change un peu de sujet, mais vas-y. C'est en lien avec ce qu'on disait, c'est que tu as des gens. Pour la perte de poids, la question c'était est-ce qu'il faut prendre ou pas prendre de petit déjeuner. Et c'est un des rares trucs où, en fait, les études, à un moment, ce qui ressortait, c'était plutôt que finalement, pour les gens qui n'aimaient pas prendre de petit-déj, c'était de ne pas en prendre. Et pour les gens qui aimaient en prendre, c'était d'en prendre. C'est cool. Et que du coup, et de forcer les gens à dire, je ne prends pas de petit-déj parce que je n'ai pas faim le matin, d'essayer de les forcer à prendre parce qu'ils, soi-disant, ils lisseraient mieux les aliments sur la journée. Non, ça marche sur les gens qui aiment prendre des petits-déj, mais sur quelqu'un qui n'aime pas prendre, ça peut générer justement une espèce de boucle de rétroaction où il va après vouloir bouffer tout le temps, il ne va pas être bien. Et finalement, le fin mot de l'histoire, c'est exactement ce que tu as dit, c'est on n'a pas besoin de manger 4 fois par jour, on peut, mais on n'est pas obligé. Et donc si ça vous convient de manger 2 fois, 3 fois, 1 fois, je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Il faut vraiment que chacun trouve sa manière de fonctionner là-dedans. Sortir de cette croyance quand même, de ces 3 repas par jour. Petite anecdote, le petit déjeuner, c'est très très récent en fait. J'avais fait des recherches là-dessus parce que j'ai fait quelques vidéos sur le petit déj, notamment en expliquant qu'il était intéressant de le manger quand on avait faim. Première chose, et deuxième chose, de plutôt casser le jeûne par des bonnes graisses et des protéines, plutôt que par des glucides en grande quantité. Alors si tu mets un fruit, un kiwi au milieu d'un repas, tu vois, tu manges 3 œufs, un avocat et un kiwi, tout ira très bien. Faut pas non plus devenir, dogmatique. Bien sûr. Mais si ta source principale de nutriments, ce sont des glucides, et particulièrement avec un index glycémique élevé, on va avoir des problèmes. Et donc j'avais fait des recherches sur le petit déjeuner, et un truc qui ressortait, c'est qu'en fait le petit déjeuner est hyper récent dans l'histoire de l'humanité. Et c'est à peu près une invention en fait du modèle industriel, qui est qu'à l'époque, ce qui se faisait plutôt, c'est de prendre un repas dans le courant de la journée. Alors selon ce que j'ai lu, c'était 11h, midi, 13h, enfin par là, et un deuxième en fin de journée. Mais qu'avec le monde industriel, en fait, les ouvriers... Déjeuner, dîner en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a mis les gens à l'usine. Et on leur a dit, vous arrivez par exemple à 8h30 et vous repartez à 17h et voilà. Et vous mangerez après. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les gens ont dit, je vais avoir tellement de temps sans manger que je vais anticiper ma faim et donc je vais prendre à manger le matin. Ouais. Et c'est de là en fait qu'est né le petit déjeuner tôt le matin.
D'accord. Tu vois, Ouais, ça, ouais. c'est les recherches que j'ai faites. Et là, tu te rends compte à quel point c'est une construction sociale en fait. C'est tordu, ouais, c'est tordu. C'est une construction sociale, tu vois. C'est pas une. Et après, bien sûr, message des industriels de partout. Faut prendre à mon petit déjeuner. Faut prendre à mon petit déjeuner. Avec des spécial cas et des conneries. Et là, je me permets vraiment un coup de gueule qui est que pour nos enfants et pour nous d'abord les premiers, parce que notre génération, on a été là-dedans. On nous a pas non seulement dit de prendre un petit déjeuner, mais en plus on nous a dit de prendre un petit déjeuner sucré. Ouais. Puisque c'était des céréales petit déjeuner, tu avais les petits déjeuners de lus, là, les espèces de petits trucs au chocolat, c'était très très bon, attention, mais tu devais tremper ça dans du lait avec un jus d'orange, autant dire que c'était une bombe de sucre, de glycémie, d'insuline, et en plus, totalement dépourvu de micronutriments, quoi. Rien, il n'y a rien d'intéressant dans ce petit déj. T'as ça, et puis derrière, après, tu vas à l'école, au collège, et ce que tu as, c'est un distributeur avec des Mars et des Snickers. C'est ça. Et donc on te file une bombe de sucre et on te demande en plus de rester assis derrière pendant 2 ou 3 heures. Et ça, on sait que c'est une des pires choses pour l'être humain, puisque c'est totalement contre nature en fait. On est fait pour bouger, on est fait déjà pour être à l'extérieur, etc. Et certainement pas pour s'envoyer une demi-tonne de glucides et rester assis derrière. Ça, c'est vraiment une certitude. C'était le petit coup de gueule sur le petit déjeuner. Ça m'a fait bien plaisir. Je te rejoins totalement. Non, mais je pense que c'est vraiment un message à passer. Moi, tu vois, le petit-déj, la règle, elle rejoint quasiment ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, il y aura toujours protéines, fibres, donc protéines, légumes. Et après, si j'ai encore faim, alors pas en ce moment parce que j'essaie d'être en cétose pas mal de temps, mais en temps normal, si j'ai encore faim éventuellement, quelque chose de sucré. Et pour ma fille, j'essaie d'appliquer la même chose, c'est-à-dire que d'abord, elle est une source de protéines et de fibres, et le sucre, si possible, passer par les fruits. Et si elle a encore faim, ok, on voit. Et donc le glucide finalement c'est le dernier barreau de l'échelle, c'est le seul qui n'est pas indispensable, surtout que dans les graisses tu vas aller chercher plein de structures, tu vois, des lipides, des oméga 3, etc. qui sont nécessaires pour le cerveau, qui sont nécessaires certains pour la structure les membranes cellulaires, c'est des lipides, hein, faut pas l'oublier. Donc des lipides, techniquement on peut pas s'en passer. Les protéines, j'ai envie de dire presque encore moins. En fait, les deux, on ne peut pas s'en passer. Mais on parle d'acides aminés essentiels et d'acides gras essentiels. Ouais. Personne ne parle de glucides essentiels. Non, il n'y a pas de glucides essentiels. C'est ça. Voilà, parce que le corps est capable de les fabriquer. Il y a des mécanismes qu'on appelle la néoglucogénèse, qui fait qu'en gros, il peut prendre quelque chose qui n'est pas glucidique et le reconvertir en glucides. Donc, en cas de besoin, il peut le faire. Voilà. Donc, typiquement pour le cerveau, qui est quand même consommateur de glucose. Ouais. Même quand tu es en... Pardon, j'allais peut-être anticiper. Ben vas-y. Mais j'allais dire, même quand tu es en cétose, je te dis, il y a un changement de carburant, mais il n'est pas total. C'est-à-dire que le cerveau continue d'utiliser du glucose parce que la néoglucogénèse, quand même, peut permettre d'approvisionner en glucose. Mais par contre, il va utiliser, je crois, je suis plus sûr, mais je crois que c'est aux 3/4, les corps cétoniques qui est reconverti en acétyl-CoA, etc., ce qu'on a dit avant. C'est ça, mais donc pour les gens qui s'inquiètent de ne pas avoir leur glucose pour que leur cerveau fonctionne bien, d'une part, on a les corps cétoniques qui vont faire le travail, et d'une autre, on a de toute façon cette néoglucogénèse qui va être faite, quoi qu'il se passe finalement. Puisque soit j'ai le glucose que je mange et donc j'ai ce qu'il me faut, soit je vais manger des protéines et des lipides, et le corps à un moment donné va dire « Ok, on a besoin de glucose, on va en faire. » Tout à fait. Tu parlais d'acides aminés essentiels. À quel point est-ce que les protéines font partie de ton quotidien pour des raisons sportives ou pour des raisons de santé? Quelle est ta vision là-dessus? Les protéines, ma vision là-dessus, moi c'est en gros protéines à tous les repas à peu près. Ok, donc plus ou moins 2, 3, 4 fois par jour? Ouais, alors moi, il faut peut-être commencer par ça. Tu veux dire pour moi personnellement, comment je mange? Moi en gros, le truc c'est que la journée souvent est bien rythmée, c'est-à-dire que du matin jusqu'à 18h, j'enchaîne entre mes différentes activités, puisque je suis coach sportif, je suis prof de chimie, j'ai une famille, etc. Donc c'est pas le moment où je vais vraiment beaucoup me poser pour manger. Donc je suis plus sur des petits repas. Que ce soit le matin, je prends un petit déjeuner avec ma fille, là je vais juste manger par exemple des œufs au plat et un demi-avocat. Typiquement, c'est un exemple, ça peut être autre chose. Le midi, en général, comme si je donne un cours d'arts martiaux et que j'enchaîne avec le cours de chimie, je mange en 5 minutes. Donc honnêtement, je vais pas manger grand-chose. Donc le midi... Voilà, ça va être vraiment un petit truc, ça dépend, ça peut être une petite salade, je complète après avec des noix, etc. Et le soir, là, j'aime bien me poser, parce que c'est le moment familial, et où là, je peux me poser un petit peu et prendre le temps de manger, de peut-être faire un repas un peu plus riche. Et donc, si tu dois mettre une bonne source de protéines, ça va être plutôt à ce moment-là, en fait, assez naturellement, quoi. Ouais, le matin, quand même, il y a les œufs, c'est presque un incontournable. Après tu manges 3 ou 4 œufs, ça reste pas énorme, ça fait 20-30 grammes de prot. C'est pas énorme, donc je vais avoir une source de protéines le matin, souvent le midi, et éventuellement je peux compléter avec un petit shaker de whey
Ouais. si besoin, mais c'est pas systématique, ça dépend. Ça dépend bien. Et le soir, ouais, mais par contre, j'ai toujours le réflexe, quel que soit le repas, si je prépare un repas, il y a une source de protéines, ça c'est une certitude. Je vais faire une parenthèse sur la whey parce que tu es sportif, tu fais énormément de volume, je pense, tu t'entraînes vraiment beaucoup. Hein. Bon, 5-6 fois par semaine, je sais pas si c'est vraiment beaucoup. Plus les cours que tu donnes qui ne sont pas totalement passifs. Ouais. Donc Plus tu les bouges cours. énormément. Ouais. Et puis Bah, je ça t'ai me vu torse fait nu, t'es hyper musclé, t'es sec. 5-6 entraînements pour moi et j'en donne 3 par semaine à peu près. Ouais, donc c'est quand même costaud. Donc l'idée c'est que, tu vois, la whey pendant tout un temps, j'étais totalement contre, sauf cas de besoin vraiment absolu, quoi. Et en fait, je revois un tout petit peu ma copie parce que il y a des whey de meilleure qualité qui sortent. Ouais. Et parce que je me rends vraiment compte à quel point ça peut être intéressant dans certains cas spécifiques. Et là, quand tu me racontes ta journée, je me dis, voilà, tu manges des œufs, un avocat le matin, tu manges une viande le soir, tu es ultra sportif, tu as 5 midi, minutes pour manger. Souvent, il y a un trou le midi. Tu as 5 minutes pour manger à midi, tu manges une salade et des noix, c'est cool. Mais sincèrement, le shake de whey de bonne qualité à ce moment-là, je pense qu'il a tout son sens. Par contre, je l'ai dit et je redis et je le dirai autant que nécessaire, de la whey de bonne qualité, sans additifs, chimiques, artificiels, etc. Donc si tu peux prendre synthétique artificielle. Ouais, si tu peux prendre si tu peux prendre vraiment une whey et autant que possible, si vos moyens vous le permettent, vous prenez une whey isolate, c'est bien meilleur pour votre digestion. C'est l'isolate de whey, ouais. Voilà. Tout à fait. Nature autant que possible. Et puis vous venez ajouter du coup un lait d'amande, un lait de coco, un petit morceau de banane pour donner du goût, quelque chose, parce que la whey de nature c'est quand même vraiment pas ouf. Ouais. Mais alors il faut trouver vraiment une whey qui a des additifs naturels. Et faites attention, lisez, parce que c'est pas toujours le cas. Est-ce que d'ailleurs, on fait une parenthèse là-dessus, tu peux m'expliquer la différence entre de la whey concentrée et de la whey isolée? Isolate? Honnêtement, dans le détail, je ne serais pas trop capable. C'est que entre la concentrée et l'isolée, je crois qu'il y en a une où tu élimines tout ce qui est résidus de graisse et lactose. Exact, ouais. Me semble-t-il, hein, c'est ça? Ouais. Donc du coup, et le lactose, comme ça pose des soucis à certaines personnes, c'est bien de pouvoir s'en débarrasser. Exact, et apparemment, elle est entre guillemets prédigérée. Ouais. Et, mais je pense que tu en sais plus que moi en réalité sur ce sujet. Ouais, il y a juste la réaction chimique que je connais pas, donc ce sera intéressant d'en parler. C'est même pas une réaction chimique, en fait, ce serait plus, je pense, une sorte vraiment de filtration. De filtration. Ouais, je pense pas que... Parce que si tu fais une réaction chimique, tu as un risque quand même de dégrader les protéines. Le but, c'est de les garder intactes. Donc je pense que c'est plutôt ce qu'on appelle des procédés physiques, des procédés de séparation. Ouais. Je sais pas te dire exactement lesquels, mais je pense que c'est assez facile à trouver. Mais je pense pas qu'on rajoute de la chimie dedans, au sens où on va pas mettre des réactifs pour faire une transformation. Ouais, ce serait contre-productif sur quelque chose qu'on veut consommer. D'autant plus le plus naturel possible, dans le cas en plus de l'isolate. On va dire que le procédé est physique quand on va jouer juste sur séparer peut-être différentes entités, en jouant sur des différences de propriétés. Par exemple, j'ai un composé plus volatile, je fais de la distillation, etc. Ou je filtre, ou ce genre de choses. Parce qu'un composé est soluble et pas l'autre, ça c'est même si ça fait partie de la chimie, c'est des procédés dits physiques. Alors que quand on fait des procédés vraiment chimiques, on va vraiment modifier dans la structure de la molécule. Par exemple, paf, on va casser une liaison, en reformer une autre ailleurs. Donc on change la structure des molécules. D'accord. Donc pour moi, faire des réactions chimiques sur des choses qu'on est censé consommer, c'est pas que la chimie en elle-même est toxique ou pas bonne, c'est juste que c'est pas souhaitable. Si le composé qu'on souhaite consommer, on le transforme, c'est plus le même. Après, quand on cuisine, quand tu cuis une viande, etc., il y a des transformations chimiques au moment où tu fais la cuisine qui transforment vraiment les molécules dans l'aliment que tu es en train de manger. Il y a des cas où on a envie de le faire et des cas où on n'a pas envie de le faire. Un bon exemple que je voudrais que tu nous expliques, c'est l'amidon. Donc typiquement, dans les carottes ou les patates douces, on a une source d'amidon qui, lorsqu'elle est crue, est quasiment indigeste. Versus en cuisson, on va augmenter la capacité de notre corps à la digérer. D'ailleurs, c'est ce qui explique en parenthèse l'index glycémique, parce que tout le monde pense que du coup ça va être plus rapide. Non, c'est pas parce que c'est plus rapide. En fait, c'est parce qu'il y a du sucre qui n'est pas disponible et qui devient disponible. Donc c'est une quantité de glucides qui augmente. L'index glycémique n'est pas une question de vitesse, mais de quantité avant tout. C'était la petite parenthèse du jour. Alors, je suis pas certain d'être totalement d'accord avec toi parce que... c'est intéressant qu'on en discute parce qu'en fait, si tu prends l'amidon, c'est ce qu'on appelle un polymère de glucose. Donc, un glucose, c'est une molécule. Alors, j'ai pas fait un glucose ici. On imagine que ça, c'est une molécule. Que j'ai une molécule de glucose et les molécules de glucose s'accrochent les unes aux autres. Tac, 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 tac. Et donc, ça fait ce qu'on appelle de l'amylose ou de l'amylopectine, où il y a plusieurs formes. Mais bref, l'amidon,
ce sont des longues chaînes de glucose. Et donc l'idée, c'est que quand les glucoses sont liés les uns aux autres, par action de la chaleur et par action, alors on peut aussi faire dans des milieux acides, etc. Si j'acidifie, ça va se faire plus rapidement, mais bref, ça c'est un peu un autre sujet. Mais quand on cuit, on va recouper ces liaisons, et donc la longue chaîne va libérer des molécules, donc ce que tu as dit. En fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais aussi avec ce que tu as dit que tu n'étais pas d'accord, parce que je pense que c'est la superposition des deux. C'est-à-dire que comme la molécule se dégrade et libère des glucoses, des molécules de glucose seules, quand on mange l'aliment, en fait, c'est comme si une partie de l'aliment était sous forme de glucose qu'on va absorber très vite. C'est ça. Et une autre partie qui doit encore être digérée, parce que l'amidon, après, dans le corps, on a des enzymes, et les enzymes, leur but, elles jouent le rôle de petits ciseaux. Elles vont découper les liens, de sorte à libérer le glucose. Et donc, en gros, la partie sucre complexe, avec beaucoup de molécules de glucose, elle est plus longue, donc plus lente, en fait, à découper. Et donc, elle fait moins monter la glycémie, alors que les molécules de glucose qui ont déjà été libérées par cuisson, boum, c'est comme du sucre qu'on prendrait directement. Et tu vois, c'est pour ça que pour moi, il y a une affaire de cinétique, il y a une affaire de vitesse, et il y a une affaire de quantité, parce que ton amidon, il contient un certain nombre de molécules de glucose, et c'est le maximum que tu puisses digérer. En fait, on est d'accord. Ce qu'il y a, c'est que l'index glycémique est connu pour ne mesurer que la vitesse d'absorption du glucose. Ah. Et ça, c'est faux. Oui. En fait, d'accord, ok, je comprends ce que tu voulais dire. L'étude de base, ça a été l'air sous la courbe. Ouais. Donc, on prend ta glycémie de base, on te fait manger quelque chose, on observe à 15, 30, 45, 60 minutes, puis 90, 90 et puis à 120. On crée une aire au-dessus de ta courbe ou en dessous, et puis on évalue l'aire de cette courbe et on la compare à l'aire sous la courbe de 50 grammes de glucose. L'air sous la courbe ne te parle pas de la vitesse, l'air sous la courbe te parle de la quantité. Par contre, là où on est tout à fait d'accord, c'est que la forme de la courbe va jouer sur la vitesse. Oui. Si ta courbe monte en pic très important, on comprend que c'est rapidement absorbé, mais si ta courbe est équivalente mais prend juste plus de temps, en fait, l'index glycémique est similaire. C'est ça qui est assez amusant de comprendre que c'est une comparaison d'air sous la courbe au travers de ces 2 heures. Après, il faut voir où tu prends l'air sous la courbe, parce que tu la prends à 15 minutes, à 30 minutes, etc., etc., etc. Mais si tu la prends sur 2 heures et que tu as la même air sous la courbe 2 fois, même s'il y en a une qui va plus vite versus l'autre, la théorie en tout cas, c'est que puisque ça s'exprime en pourcentage du glucose, de l'air sous la courbe du glucose, donc c'est plutôt une question de quantité que de vitesse. Mais du coup, c'est très lié à l'intervalle de temps qu'on choisit. Complètement. Ouais. Tout à fait. C'est parce que là, en l'occurrence, l'étude mesurait à 15, 30, 45, 60, 90, là, tu 120 parles pas de quantité d'aliment, tu parles de quantité de glucose dans 1 gramme d'aliment. Du coup, quand on Ce qu'on allait mesurer, c'était 50 grammes de glucides dans l'aliment. Donc, par exemple, pour une pastèque, tu as à peu près 8 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc, pour tester l'index glycémique de la pastèque, il faut absorber un peu plus de 600 grammes de pastèque au temps 0, et puis réévaluer après 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutes ta glycémie. Et donc, on crée la courbe de ta glycémie, et puis on compare la courbe de ta glycémie avec l'absorption de la pastèque, à jeun, seul, pour bien faire, et on compare ça avec l'évolution de ta courbe de glycémie avec 50 grammes de glucose pur, qui est la forme la plus pure d'absorption, tu le sais tout aussi bien que moi, du sucre, entre guillemets, dans le corps, du glucose. Et donc, c'est comme ça que ça se mesurait. Et je ne sais plus du tout pourquoi on parlait de ça à la base, mais c'était la petite parenthèse sur l'index glycémique. Je voulais parler avec toi du sport, parce que quand on parle de cétose, une autre crainte qui arrive en plus de j'ai cette dépendance aux glucides pour fonctionner, manger toutes les 3 heures, etc., c'est comment est-ce que je vais avoir mon énergie pour m'entraîner. Parce que, faut juste poser le contexte, on a été brainwash. C'est quoi brainwash en français? C'est lavage de cerveau. Lavage de cerveau. À propos du fait que pour faire un bon sportif, il fallait des sucres lents. Ouais, j'ai encore vu l'autre fois on te disait de manger des pâtes. Mais même, tu as encore des coachs qui diffusent, j'en ai vu un, je vais pas citer, mais un post il y a 3 jours de quelqu'un qui dit, mais de toute façon, faut des glucides avant de vous entraîner. Alors c'est vrai dans certains contextes, encore une fois, mais le contexte fait le... Voilà, faut voir le contexte. Mais là, il n'y avait pas de contexte, c'est juste faut des glucides avant de s'entraîner. On fera jamais mieux que sans glucides, etc. Et bon, ça manque un peu de contexte ton affaire, parce que
Si on regarde bien, si on prend les retours de certains sportifs, je pense notamment à l'ultra-endurance, c'est là où finalement l'acétose est le plus pertinent. Tu as de plus en plus d'athlètes, et je crois aux États-Unis notamment, qui s'entraînent beaucoup en cétose, qui en retirent énormément de bienfaits parce que plus d'adaptation sur le métabolisme des lipides. Et après, oui, je suis d'accord que quand tu commences à monter dans les intensités élevées, je l'ai ressenti moi-même, et on en discutait en off aussi, et tu as dit que c'est vrai que c'était un retour très classique. Et tiens, je t'ai ramené des petites études, on peut en parler. Mais juste, je termine ma phrase avant. Effectivement, on voit que dans les efforts de haute intensité, si on n'a pas les glucides, il va manquer quelque chose. Ça, on le ressent, je suis d'accord. Maintenant, moi, je pense que même dans les sports de haute intensité, mais ça, je te dirais avec l'expérience, parce que moi, ça fait que 6 semaines que je suis dans ce délire-là, de vraiment le tester sur moi. Je pense pas que ce soit non plus contre-productif d'aller à certains moments, c'est ce que je vais tester cet été, en fait. Je me suis fait un programme d'entraînement et on verra ce que ça donne. Mais je vais aller chercher certains entraînements spécifiquement en cétose pour aller chercher ces adaptations et un meilleur débit sur les lipides. On pourra après, si ça t'intéresse, parler des adaptations un peu plus dans le détail, de ce qui se passe au niveau physiologique. Et pour autant, ils ont l'air de montrer qu'après, les athlètes qui ont ça, des fois, même sur des entraînements à haute intensité, s'ils ont pris des glucides, ils vont avoir leur énergie des glucides, plus un métabolisme des lipides amélioré. Donc finalement, ils montent un petit peu le meilleur des deux mondes. Ouais, et ce qu'on voit quand même, je veux le rappeler, parce que ça, il y a aussi, alors il faut aller voir coach et coach, c'est-à-dire que si vous faites du sport d'endurance ou d'ultra-endurance, allez voir des coachs qui parlent d'endurance et d'ultra-endurance. Bien sûr. Et n'allez pas voir le gars sur Instagram qui vous dit qu'il faut bouffer des muscles. Voilà, on est bien d'accord. Bouffer des glucides tout le temps. Parce que des fois, les gens ont leur vision des choses et puis ils vont dire que du coup, il faut tout le temps faire comme ça, alors que c'est totalement faux. Alors que c'est totalement faux. Et en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que dans des sports que moi je pratique pas personnellement, mais dans des sports du coup endurance, ultra-endurance, donc on va dire marathon et plus, les très bons athlètes ne sont pas ceux qui consomment le mieux les glucides, ce sont ceux qui épargnent le mieux les glucides. Et ça, au niveau énergétique, c'est-à-dire que, et du coup, si vous avez beaucoup travaillé soit en cétose, soit sur des zones d'entraînement qui permettent plus d'adaptation sur les lipides, on devient beaucoup plus capable d'épargner le glycogène, et comme on peut aller dans des intensités un peu plus hautes avec les lipides, donc en fait on déplace ce qu'on appelle le fat max, c'est-à-dire qu'à force de m'entraîner sur la zone des lipides, mon fat max, c'est-à-dire l'intensité, le fat max, c'est l'intensité pour laquelle je consomme le maximum de lipides. Et donc ce fat max, avec l'entraînement, il va glisser vers des intensités un peu plus hautes. Voilà, il faut expliquer qu'à la base, cette intensité est quand même plutôt basse. Elle est plutôt basse, chez la personne non entraînée, ou en tout cas qui ne s'entraîne pas de cette manière-là. Et donc le fait de remonter ce fat max fait que finalement, ça veut dire que je peux courir longtemps, ou pédaler longtemps, ou nager longtemps, bref, peu importe, sur une intensité finalement modérée, mais relativement élevée pour un sport d'endurance, sans utiliser le glycogène. Et donc ce glycogène, je vais le garder pour le moment où il faudra faire la grande montée, le sprint de la fin, etc. Et donc finalement, chez un athlète d'endurance, je pense qu'on a vraiment intérêt à rechercher cette qualité-là. Chez des athlètes plutôt crossfit, arts martiaux, sport de combat comme nous, je pense que là, c'est beaucoup plus controversé et qu'il faut avoir quelque chose de beaucoup plus mixte et que les glucides ont vraiment une place importante. Tu parles avec tes études, mais aussi avec ton ressenti. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux vraiment appuyer sur l'accélérateur, tu vois, aller vraiment mettre un coup de jus après 30-40 minutes d'entraînement, il n'y a rien à faire. Le fait d'avoir les glucides, ça aide énormément, tu vois. Après, si je veux faire 1h30, 2 heures d'entraînement à intensité modérée, je peux le faire sur les graisses sans problème, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, il y a le meilleur des deux mondes et c'est très dépendant de ton type d'entraînement. Mais je voudrais aussi mettre une petite parenthèse avant que tu nous expliques au niveau de tes études, etc. J'ai ramené du paplard. mais tu vois, il y a aussi ça, un peu, je trouve, cette masturbation cérébrale, tu vois, parfois en mode oui, mais moi, je fais quand même 3 séances de sport par semaine, j'ai besoin de mes glucides pour ma haute intensité, etc. Tu vois. Et en fait, je trouve que si tu vois le bénéfice dans ta vie, à beaucoup plus grande échelle, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour combattre un prédiabète, que ce soit pour ton obésité, que ce soit pour ton anxiété, quel que soit le bénéfice majeur que tu retires dans ta vie, de consommer moins de glucides, voire beaucoup moins de glucides dans le cadre d'une alimentation cétogène, ça ne va pas non plus t'empêcher de performer, c'est pas vrai. On parle des derniers pourcents ici, je pense qu'il faut quand même être clair là-dessus. Oui, c'est vrai que... Tu vois, c'est si moi je vais aller chercher les 3 dernières reps, mais je veux dire, les 10 premières, je peux les faire sur les graisses. Ouais, je suis d'accord. Moi, clairement, là où j'ai senti la différence, c'est sur
2 semaines de strict cétogène, vraiment zéro glucides. C'est que sur les séances où j'allais chercher du gros fractionné au sac. Et la séance, je la faisais, c'est-à-dire que j'avais un peu moins d'endurance de puissance. C'est ça. Mais la séance, je la faisais bien et je repartais, ça allait quoi. Mais c'est juste, je sentais que, ouais, c'est ce que tu dis. On perd que peut-être les 3 derniers pourcents, donc c'est pas non plus, c'est pas vital. On peut faire une séance de fractionné sans les glucides. Maintenant, si effectivement vous êtes un athlète confirmé, il faut optimiser, etc. Bah optimisez. Je suis entièrement d'accord. C'est juste cette perspective que je voulais prendre par rapport à voilà, si vous êtes un athlète confirmé. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, tu parles d'athlète, athlète d'endurance, athlète de crossfit, athlète de machin. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast, qui vont regarder, qui vont se dire, ok, mais moi je suis pas un athlète. Moi je m'entraîne 2-3 fois. Voilà, ou je m'entraîne même pas encore et je m'inquiète du fait de ne pas avoir mon énergie avec mes glucides pour aller marcher ou trottiner ou faire un peu de vélo. Vous inquiétez vraiment pas. Et même si vous débutez le crossfit ou même la musculation, dans un premier temps, tout ira très bien sur les lipides. Ouais. Et de toute façon, si vous voulez un petit peu avoir le meilleur des deux mondes, comme on disait, fonctionner sur les lipides et les protéines la plupart du temps, et tu t'ajoutes un petit fruit ou quoi avant ou intra-entraînement, voire même une petite boisson de l'effort si tu sens que ça aide. Et franchement, tout ira très bien et tu auras toute l'énergie nécessaire tant que tu manges assez. Si tu as besoin de 2500 calories et que tu en manges 1200, ça va tenir un temps et puis il y a un moment où ça va devenir compliqué. Mais ça, c'est pas une question de lipides ou de glucides, c'est une question qui va te falloir plus d'énergie. Énergétique. Non, je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, attention à ne pas confondre Alors certes, il y en a qui utilisent l'alimentation cétogène pour perdre du poids, mais ce n'est pas l'objectif initial. Donc après, voilà, n'associez pas forcément, je pense, l'alimentation cétogène avec la perte de poids. Ça peut être un bon moyen, mais c'est 2 objectifs distincts à mon avis. C'est d'avoir l'alimentation cétogène, je veux les gains du jeûne c'est un jeûne de glucides. Je veux les gains du jeûne de glucides et je veux les gains de la cétose. Et la perte de poids, c'est du déficit calorique. Donc voilà, on peut coupler les deux, mais c'est pas obligatoire. Moi, je fais une alimentation cétogène sans déficit calorique. Je suis à poids constant. Et tu perds pas de poids et tu te sens très bien. Oui, tout va bien. Bah, j'ai un tout petit peu dégonflé parce que ce qui se passe, c'est qu'au début, on déstocke le glycogène. 1 gramme de glycogène, ça prend 2,7 grammes d'eau. Donc si je perds un demi-kilo de glycogène plus le kilo 5 d'eau qui va avec, il y a 2 kilos qui partent très vite. Mais c'est pas de la perte de gras. C'est uniquement, on déstocke le glycogène et la flotte. Et donc attention, on perd un petit peu les minéraux, mais voilà, t'en as déjà parlé sur ta chaîne et t'es venu en parler sur la mienne. Exact. Mais il faut faire attention à ça. Je pense que la raison pour laquelle ça marche aussi bien pour la perte de poids, d'une part, évidemment, comme tu le disais, cette rétention d'eau quand même, qui peut foutre le camp chez certaines personnes qui ont tendance à en faire beaucoup. Il y a parfois un transit qui est facilité. Et puis il y a en fait le bénéfice indirect, c'est-à-dire de ne plus être dépendant des glucides et donc d'avoir moins faim, de mieux gérer ta faim, de moins avoir de coups de fringale, de moins avoir de pulsion, il faut que j'aille taper dans, tu vois. C'est ça. Et ça, il semblerait, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de l'insuline, effectivement, le fait de ne pas avoir épix insuline aurait cet effet-là d'avoir moins faim, mais tu as aussi des pistes comme quoi les corps cétoniques auraient un effet satiétogène, il me semble. À checker, mais je suis quasiment certain de ce que je dis. En tout cas, dans les faits, dans la pratique, on observe que les gens qui basculent sur du low carb, du cétogène ou du carnivore, dans tous les cas te disent « j'ai moins faim ». Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, c'est le challenge pour les gens qui ont du mal à garder leur poids. Tu vois, certains qu'on appelle hard gainers, etc., lorsqu'ils basculent sur le low carb ou le cétogène, au début, perdent un peu de poids et paniquent totalement. Et en fait, il faut penser à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la première perte de poids, c'est pas non plus forcément un problème. Tu n'es pas en train de perdre tous tes muscles, quoi. Non, il y a 2-3 kilos qui foutent le camp. Du glycogène, de l'eau, etc. Après, tu peux tout à fait faire un cétogène prise de muscle. Ça marche très bien si tu le souhaites, en fonction de ton niveau athlétique. Je vous renverrai vers ce magnifique bouquin. Il y a les articles, certains articles cités dedans. Le régime, dis-le pour ceux qui écoutent. Oui, pardon, le régime cétogène pour les sportifs, qui est génial, Fabrice Kuhn et Hugues Daniel. Moi, je me suis régalé à le lire et tu as aussi des indices comme quoi les cétones auraient un effet anabolisant. Ok. Voilà. Je sais pas, ça, j'ai pas été lire de moi-même, mais en tout cas, il en parle à un moment donné. Sans dire c'est mieux ou moins bien d'être en cétose pour faire du muscle, mais qu'en tout cas, c'est clairement possible. En tout cas, que c'est pas un handicap, quoi. C'est pas une pratique où on va être spécialement handicapé. Oui, tout à fait. Et moi d'ailleurs, j'ai fait mes séances de muscu, là, depuis 1 mois et demi, sur les séances de muscu, je suis en cétose tout le temps. Je prends jamais de glucides avant. Et t'as senti quoi en termes de perf? Plus, moins, pareil, en muscu? Du pareil, parfois du moins, parfois du mieux. Mais il y a eu quelques moments, si j'enchaîne, si je me mets à l'échec et que j'essaie d'enchaîner vite, j'ai senti qu'il y a des moments où c'était dur.
exactement. Et il y a des jours où ça allait bien. On en revient en fait vraiment avec cette haute intensité et cette répétition de la haute intensité. Ouais. Je pense que ça, c'est quand même vraiment difficile en cétose. Bah, Ou alors, ça prend peut-être plus de temps d'adaptation. Ouais, c'est des efforts glucidiques, mais je sens moins la perte de perf maintenant qu'au début. Oui. Donc je me dis en même temps, il y a peut-être, tu sais, il y a la fameuse céto-adaptation qui prend quelques semaines. Tout à fait. Et la Donc, plupart des gens qui me disent qu'eux, en muscu ou en crossfit ou autre, ils fonctionnent extrêmement bien sur la cétose, ils le font depuis très longtemps. Ouais. Ça, c'est vraiment factuel. C'est pas après 2 semaines que tu es à ton pic d'optimisation Non, ouais. de l'utilisation des lipides, quoi. Ça, c'est vraiment une certitude. Ouais. Mais je retenterai le fractionné au sac à la rentrée de septembre, on dira, là j'aurai 4 beaux mois de cétose derrière moi, on verra. Peut-être que ce sera mieux, tu vois. Ouais. Tu nous as parlé Faire des tests. Tu nous as parlé de la transition, de comment le corps allait passer de l'utilisation du glucose vers l'utilisation des corps cétoniques via, ou plutôt de l'acétyl-CoA via les corps cétoniques, hein, si j'ai bien compris, tu me dis si je suis à côté. Ouais, c'est ça. Ça peut prendre, tu as une idée de combien de temps ça peut prendre? Est-ce que ça tu le sais par expérience ou est-ce que tu l'as lu quelque part? Bah alors les deux, déjà, bon, encore une fois, c'est très variable d'un individu à l'autre. Il y a des gens qui sont extrêmement bons répondeurs et d'autres moins. Et par ailleurs, au niveau de la dose journalière de glucides, tu vois, on dit souvent qu'il faut être en dessous de 50 grammes pour passer en cétose. Et en fait, tu as des gens en dessous de 20, il faut carrément être en dessous de 20 grammes, certains, pour passer, donc c'est très dur. Et d'autres, il faut être en dessous de 120. Donc déjà, on n'est pas tous égaux. Ça, c'est important une certitude. De le rappeler. Il faut aussi rappeler que les études scientifiques, même si dans l'échelle de crédibilité, c'est assez haut, c'est-à-dire qu'un témoignage, c'est bien. 2 témoignages, c'est mieux. 100 témoignages, c'est bien. Ensuite, une étude, c'est cool, et une méta-analyse, c'est encore mieux. Mais il faut bien garder en tête une chose, c'est que dans les études, on a surtout des études sur des populations, qu'elles soient des fois trop petites, des fois très grandes, mais qui peuvent cacher des effets individuels qui, dans le domaine de l'alimentation, sont très importants. Voilà, ça c'était le petit juste disclaimer avant de répondre. Mais est-ce que je pense que c'est important. Je voudrais bien expliquer ça, ou toi tu l'expliqueras mieux que moi, mais en gros l'idée c'est de dire que si on prend, parce que c'est facile à calculer 100 personnes et qu'on fait une moyenne de ces 100 personnes en disant la moyenne statistique c'est XY, ça n'empêche pas que dans les 100 personnes, tu en as peut-être 10 qui soient au percentile 95 d'un côté et 5 de l'autre, et que ces 10 personnes-là qui sont des outliers, donc des marginaux dans l'étude, mais ils existent en vrai. Et donc ces personnes-là, elles sont peut-être réplicables ou retrouvables dans la vie, et donc il faut considérer que ces personnes-là n'ont pas du tout réagi comme la moyenne. Et ça arrive quasiment à chaque fois en fait, sauf sur certains gros trucs. Enfin, si tu coaches 100 personnes, tu vas avoir des gens, disons que oui, je te rejoins entièrement, mais pour le dire autrement, c'est comme si toi tu disais, bon, j'ai lu telle étude qui dit qu'il faut faire ça, je vais le faire avec 100 personnes que je coach. T'en as où tu vas passer à côté, c'est sûr et certain. Donc le côté individuel compte énormément, même si les études nous apprennent énormément de choses, nous permettent de comprendre énormément de choses, de prendre des meilleures directions globales, mais l'individuel doit primer, sauf si tu fais un cours à 500 personnes et que tu connais... Mais bon, ça n'a aucun sens de faire ça. Mais si on fait du vrai coaching un par un, ou qu'on agit sur soi-même, je pense que faut faire une différence entre les connaissances scientifiques, où l'étude elle est beaucoup plus haute que le témoignage, mais les actions sur soi-même qui est j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de changer mes habitudes, j'ai envie de manger d'une manière que j'aime, où là peut-être qu'il faut se faire plus confiance à soi-même, on se dit ok, des études disent ça, mais peut-être que moi, mon ressenti c'est quoi? C'est pas quelque chose qui me correspond. Je suis d'accord. Et c'est vraiment un domaine où on est plein dedans, autant, enfin voilà, il y a des domaines de la science où c'est un petit peu plus carré, sur ces choses-là, je pense qu'il faut rester hyper ouvert. En physique et en chimie, il y a probablement des choses qui sont juste factuelles, qui sont non négociables quelque part. Ouais, et encore que... Tout dépend du contexte. Ça dépend du contexte, encore une fois, mais des fois c'est compliqué. En tout cas, si vous faites des recherches sur l'alimentation cétogène, vous allez trouver des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Et chacun pourra vous citer les études qu'il aura bien envie d'avoir sélectionnées pour argumenter. Donc au final, est-ce que le mieux, c'est pas effectivement d'aller prendre un petit peu les arguments des deux côtés, mais aussi de se faire un avis en testant un petit peu, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et à l'inverse, essayer de ne pas juger par une étude scientifique avant d'avoir testé sur le terrain. Ça, clairement. Ça, c'est un truc de fou parce que quand je parlais au début du protocole StrongFit, donc vraiment ce protocole un peu anti-fatigue, améliorer le sommeil, etc. Tu vois, donc la logique est très simple. Hein. Tu manges pour les heures qui arrivent plutôt que de manger pour ce qui s'est passé avant. Et donc, tu pars du principe que quand tu vas devoir te concentrer et avoir une activité plutôt cérébrale et pas trop physique, tu vas manger plutôt des lipides ou jeûner. Quand tu vas avoir une activité physique de basse intensité, tu vas pouvoir la faire soit sur les lipides, soit sur des index glycémiques modérés. Quand tu vas faire une
une activité physique de haute intensité, tu vas la nourrir par des glucides à index glycémique plus élevé pour avoir de l'énergie là tout de suite. Et avant de récupérer, tu vas manger des protéines pour avoir des acides aminés et pour récupérer. Donc ça, c'est le principe de base. Et on voit des améliorations incroyables en termes de sommeil, de gestion de l'anxiété, etc., etc. Mais quand moi, j'ai essayé ça, d'abord sur moi, et puis sur des personnes proches de moi, et puis sur des coachings, et puis tu te retrouves avec, oui, certes que des cas anecdotiques, comme on dit en science, mais tu te retrouves avec X cas anecdotiques qui valent la peine au moins d'envisager la chose. Du coup, j'en parle dans une vidéo, et le retour de ça, c'est « oui, mais telle étude dit que »,« oui, mais telle étude dit que ». On s'en fout. En fait, en vrai, on s'en fout si ça fonctionne sur le terrain. Et donc, l'idée, c'est aussi garder cet état d'esprit ouvert et puis de tester ou pas, parce que ça ne te parle pas. Si ça ne te parle pas, il n'y a pas de problème. Mais viens pas démonter le truc avant de l'avoir testé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très, très important. Ça, oui, c'est clair. C'est clair. Mais je pense que les deux, de toute façon, c'est bien de se faire de l'expérience, c'est bien de regarder ce que dit la littérature, mais par contre, de croire que l'une prime à 100% sur l'autre, je pense que c'est un petit peu une erreur. Et moi, je me dis toujours, si l'individu, je sais pas, j'ai une connerie, mais par exemple, moi, je préparais des élèves pour une compétition là cette année, et un élève l'année dernière, et bon, des fois, je leur dis, les gars, qu'est-ce que vous bouffez, tu vois? Et bon, des fois, tu vois que c'est la catastrophe. Et donc, des fois, je me permets de leur dire, bah là, moi, je t'emmènerais plutôt vers ça, ce serait mieux, et pour ta performance, et pour ceci, et pour cela, etc. En général, ils prennent, mais s'il y en a un, des fois, tu vois, il me dit, bah non, là, tu me casses les couilles, en fait, moi, j'aime bien bouffer ce truc-là à ce moment-là, ça me fait kiffer. Vas-y, si tu te sens bien avec, c'est prioritaire sur le fait que moi, je te dise, ce serait plus optimisé, mais en réalité, si la personne, ça participe vraiment au bien-être, que c'est son truc, son kiff, quoi. Va pas démonter ça juste parce que tu sais que objectivement, d'après les connaissances que tu as, c'est mieux. Donc je pense qu'il faut avoir cette intelligence de respecter et de laisser chacun trouver ces petits trucs. On a tous potentiellement peut-être nos petits rituels, certaines habitudes. Alors il y a des habitudes qui sont faites pour être changées, qui ne sont pas forcément très bonnes pour nous. On a un mode de vie, une pratique sportive, une famille, toutes ces choses-là. Il y a d'autres habitudes qui nous font du bien aussi, et même si elles ne sont pas toujours optimales point de vue nutrition. S'il y en a un, je me dis, il s'entraîne comme un cochon, et il y a sa sucrerie qu'il aime bien, et je vais lui péter le moral si je lui retire, même si je sais que c'est une connerie de bouffer ça. Je me dis, si le gars il est content et après il vient à l'entraînement, il casse la baraque. Bien sûr. Allez, vas-y. C'est la même chose avec les repas sociaux, un petit peu hors cadre, tu vois, anti-inflammatoires, etc. Tu vois, moi j'explique toujours qu'en fonction de ton état de santé, tu peux être plus ou moins strict. C'est-à-dire que si tu es en bonne santé et que tout va bien, entre guillemets, tu peux franchement te permettre un 80-20, quoi. 80% du temps, tu manges anti-inflammatoire, 20% du temps, rock'n'roll. Tu sais quoi, tu veux aller au McDo une fois de temps en temps? Rock'n'roll. Maintenant, tu vas... Au McDo, je peux pas, mais... Non, mais t'as compris l'idée. Ouais, bien sûr. Tu veux aller boire une bière avec les copains, tu veux aller te faire une pizza, tu vois. Bon, moi, je pense que c'est toujours mieux d'aller manger un fait maison, même si c'est, tu vois, un excès, ça reste mieux un fait maison. Mais bon. En fonction de ton état de santé, bien sûr, tu vas peut-être faire du 85-15, du 95-5, tu vois, en fonction de ce que tu peux te permettre comme écart. Mais l'idée, c'est de se rendre compte qu'à long terme, tous ces détours de l'alimentation anti-inflammatoire que tu vas faire peuvent en fait être bénéfiques pour deux raisons. La première, c'est que si tu tiens mieux ton alimentation anti-inflammatoire grâce à ça, t'as gagné. Versus, je fais du 100-0 et puis j'envoie tout péter parce que je pète une case. Ça craint. La première chose, c'est sustainability, tu vois, vraiment ce côté à pouvoir, la durabilité de ton alimentation. Et puis la deuxième chose, ce sont les bienfaits sociaux et émotionnels, relationnels de ça. C'est-à-dire que tu sais à quel point ça te procure un bonheur intense d'aller manger une fois par semaine avec tes potes ou ta femme au resto ou X ou Y. Et moi encore plus depuis que je suis passé en alimentation cétogène, c'est ça qui est rigolo. Tu vois? Encore plus. Et du coup, tu as ce truc où ce moment-là, à long terme, t'en priver et avoir ce sentiment de t'en priver, ou y aller et te sentir frustré parce que tu manges une salade pendant que tous les autres mangent une pizza, en fait, c'est pire. Je le redis, sauf si tu as des cas spécifiques, si tu es diabétique, de type 2, ça n'a pas vraiment de sens d'aller te manger une glace tous les 3 jours, on est bien d'accord. Mais dans un cadre un peu plus large, un peu plus souple, à long terme, on sait que c'est vraiment bénéfique de profiter en fait, des effets autres que de l'alimentation, tu vois, notamment au niveau social, parce qu'on sait à quel point, on parle toujours des blue zones, etc. Tu sais, ce sont ces zones fabuleuses, alors que tout le monde essaie d'analyser de partout en mode ça c'est extraordinaire, ça il bouffe pas de viande, il bouffe plein de viande, il bouffe. Ok. Il y a un truc qui a l'air quand même de ressortir et où tout le monde est d'accord,
c'est que dans ces zones-là, il y a un esprit de société, de communauté, de bien vivre, de bien-être. Ah ouais, Et ça, je suis clairement. convaincu que quelqu'un qui peut avoir la meilleure alimentation du monde, s'il pend la gueule, s'il est déprimé, s'il se sent seul, s'il est en colère toute la journée, je donne pas cher de sa peau. Ouais, ouais. Je te rejoins totalement. Et puis même, c'est un rendez-vous que tu attends, te dire à la fois je vais partager un moment avec les gens que j'aime, en même temps, on va se faire un bon gueuleton, je vais m'envoyer une grosse pizza avec un bon verre de vin. Ouais, c'est un délire. Si c'est exactement ça. Enfin, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Et c'est vrai que ce serait dommage de... Voilà, il ne faut pas que ça soit une privation. Et c'est un peu, moi, ce qui m'a plu dans le cétogène. Et d'ailleurs, ça aussi, je t'en avais parlé en off, c'est que le low carb, j'avais déjà testé pour une compétition. Ça avait super bien marché, mais j'avais une sensation de privation par moment. Tu vois, alors que là, je ne l'ai pas. Avec la cétogène, je ne l'ai pas. Moi, en fait, je fais partie un peu des gars, c'est-à-dire à l'apéro, soit je ne prends pas une bière, soit j'en prends 2 ou 3, tu vois. Mais une, ça sonne bizarre, tu vois, c'est difficile. Et avec les glucides, je pense que je suis pareil. Donc, le cétogène m'a permis vraiment de casser ce problème-là. Et maintenant, je suis capable d'aller, je pense, sur du low carb. Parce que quand je vais manger des glucides, à chaque fois, au lieu de le faire par réflexe, j'ouvre la bouche, bam, je mets dedans parce qu'il y en a partout. Je vais me poser la question, me dire, tiens, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Est-ce que je vais m'entraîner derrière ? Est-ce que machin ? Bref, je vais peser le pour et le contre. Et du coup, ça me fait beaucoup plus plaisir quand je les mange, comparé à avant, où juste je les mange et en fait, je les mange pour me nourrir, mais derrière, il y a les coups de barre, les machins, etc. Donc non, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que parce que tu disais tout à l'heure, on peut faire du low carb pour passer en cétogène. Et moi, je dirais, tu vois, pour des profils comme moi, on peut aussi faire du cétogène pour aller ensuite sur du low carb. Je pense que c'est vraiment aussi une question de profil psychologique. Et c'est pour ça que la nutrition, encore une fois, s'adapte à chaque individu. Ouais. C'est qu'on n'a pas tous le même passé, la même histoire avec la bouffe, etc. Et moi, c'était très facile de tout couper. Et alors que vraiment, quand j'ai démarré, je me suis dit, mais ça va être horrible parce que le low carb, t'as galéré. Le cétogène, je vais bouffer mes doigts, je vais bouffer la table, tu vois, c'est pas possible. Et en fait, rien, quoi. Rien du tout. Pas de compulsion. Il y a un truc dont je voulais te parler, c'était la capacité du corps à mobiliser de l'énergie, même quand il n'en mange pas, ou très peu. Et là, tu m'as parlé d'un truc hyper intéressant en off que je voudrais qu'on explique. Ouais. C'est qu'on a une réserve, tu vas me corriger et tu vas bien sûr aller plus loin, c'est la réserve de glycogène. Ah, les stocks. Qui fait, on va arrondir à 500 grammes, mais ça dépend évidemment de ta masse musculaire, de ta taille, etc. Mais on va arrondir à 500 grammes. Donc, c'est-à-dire que tu as, pour ceux qui ne comprennent pas bien la notion de glycogène, en fait, c'est la forme de réserve du sucre dans le corps. Exactement. Qui est stocké dans les muscles et le foie. Stocké dans les muscles et le foie, très majoritairement dans les muscles, moins dans le foie. Mais qui est limitée. Cette réserve est limitée. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Si tu es à 500 Quand il n'y a grammes, plus de place, il n'y a plus de place. On fait le calcul, hein. 1 gramme, ça te donne 4 kilocalories, donc 500 grammes, tu as 2000 kilocalories. C'est une jolie réserve, mais en gros, ça te fait une journée, c'est un ça. gros training, bref, ça va vite se barrer, quoi. Et on est d'accord que quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Ouais. La seule manière dont ton corps peut continuer à stocker l'énergie, réflexe de survie hyper intelligent, c'est sous forme de graisse. Ouais. C'est bien l'histoire de je mange trop de sucre et ça me rend gras et je comprends pas pourquoi, alors qu'avant on pensait que c'était le gras qui rendait gras. Alors manger trop de gras, ça rend gras aussi, soyons bien clairs. Mais dans notre société, c'est bien plus le sucre et les glucides qui posent ce problème-là. Parce qu'une fois que ma réserve est pleine, le corps continue son mécanisme de survie, à savoir stocker l'énergie en cas de famine. On ne sait jamais, parce qu'il n'a pas encore eu le temps d'apprendre que dans notre génération, que dans notre société, il n'y a plus vraiment de famine, dans nos régions en tout cas. Et que donc, on est toujours sur une programmation génétique d'il y a extrêmement longtemps. Et donc, le principe, c'est, à l'époque, on avait faim régulièrement, enfin à l'époque ça fait même pas si longtemps que ça en fait, on avait faim régulièrement, donc il fallait une solution en cas de famine, donc on stocke l'énergie. Et ce que tu expliquais dans une vidéo qu'on a faite sur la partie plutôt filière énergétique qui sera sur ma chaîne Jack Steam Coaching, donc sur la partie vraiment sport, tu disais on a 3 façons, 3 réservoirs. 3 réservoirs en gros, ouais. Le plus connu finalement, c'est celui-là, c'est le glycogène. On en parle tout le temps, les réserves de glycogène, refaire ton stock de glycogène, le glucose, les glucides, nanana. Évidemment, l'autre qui est le plus connu, mais auquel on pense moins comme réservoir énergétique, c'est la graisse, bien entendu, la graisse corporelle. Qui est titanesque en fait, il est énorme. Tu vois, c'est ce qu'on disait, si par exemple, toi ou moi, on doit être au ordre de grandeur, 10 kg de graisse,
Sachant Alors moi, que- je suis un peu plus. Hein. Mais peut-être moi aussi, mais On enfin, va dire bref. 10 kilos. Ouais. On dit 10 kilos, mais ça peut être 15, ça peut être, voilà, peu importe, mais 10 kilos de graisse, sachant que, je le redis quand même pour ceux qui écoutent, même si on l'a dit dans ta vidéo, 1 gramme de lipides, ça libère normalement 9 kilocalories, à savoir que dans le corps humain, c'est pas que des triglycérides, donc en fait, dans ce gramme de lipides, il faut dire qu'il y a du tissu conjonctif, des choses qui ne sont pas métabolisées. Donc dans le corps humain, 1 gramme de graisse, ça va libérer plutôt 7,5 kilocalories. Et donc si vous avez 10 kilos, ce qui fait 10 000 grammes, eh ben, on arrive à 75 000 kilocalories contre les 2000 du glycogène. Donc là, on voit On que peut c'est arrondir parce que c'est facile, on a 40 fois plus. 40 fois plus d'énergie sous forme de lipides que de sucre. Et en équivalent marathon, ça vous fait à peu près 25 marathons que vous pouvez courir avec vos lipides. Donc tout ça pour dire que la réserve de graisse n'est pas le facteur limitant pour l'énergie, ce serait plutôt réussir à la mobiliser, ou alors les facteurs limitants peuvent être autres, les articulations si on est sur un effort sportif, le système nerveux, etc. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le stock de graisse, ça représente une énorme quantité d'énergie qu'on n'utilise pas. Et ça explique pourquoi on peut jeûner aussi longtemps, Ouais. en fait. Clairement, ouais. Parce que ça, c'est le moment où justement, alors le glycogène, après 3 jours, la réserve il s'est barré, il s'est barré, quoi. Ouais. Et là, à ce moment-là, c'est clairement ta réserve de lipides Ouais. qui va faire le taf, quoi. Ah bah t'es en cétose, ouais, bah là c'est ça, tu oxydes du lipide à fond la caisse et tu passes en cétose par la même occasion. Et c'est assez amusant parce que on va prendre mon cas. Moi, je pense que je dois être plus proche des 12 à 15 kilos ouais, j'exagère un petit peu, mais entre 10 et 15, on va dire, de kilos de graisse. Mais par contre, je suis grand, j'ai une masse musculaire importante, donc on peut imaginer que je suis un peu sur la tranche haute en termes de glycogène. Donc ma proportion, on va dire, elle est, on invente 500 grammes pour 12 kilos. Et on peut arrondir à 600 grammes pour 12 kilos parce que comme ça... c'est des ordres de grandeur, mais ça nous donne une C'est idée. assez sexy, ça nous donne une idée. Ouais. Mais maintenant, un mec d'un mètre 70, 70 kilos à 30% de masse grasse, ben là c'est totalement différent parce qu'il y a moins de masse musculaire, donc moins de réserve de glycogène et énormément de masse grasse. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ça veut dire que cette personne-là, elle a encore plus de réserves disponibles en fait que moi. Ouais. Et donc elle pourrait s'entraîner encore plus en mangeant moins de glucides, en mangeant moins tout court. Elle pourrait même jeûner plus longtemps. On a vu un gars juste hallucinant qui faisait plus de 200 kilos, qui a jeûné pendant 1 an, sous contrôle médical. Hein. Ouais. Le mec a jeûné pendant 1 an. Je ne sais pas si tu te rends compte, 1 an. Ouais. C'est-à-dire que là, moi, j'ai jeûné 3 jours, j'étais paraît- comme ça avant de démarrer, j'étais hyper anxieux et Ça me tout. paraît incroyable. C'est incroyable, 1 an. Et l'idée, c'est que, alors on va quand même vérifier si c'est pas une légende, mais que ce soit une légende ou pas, moi je vois des gens autour de moi avec qui j'ai des discussions proches qui font des jeûnes de 21 jours, de 30 jours, de 40 jours. C'est juste incroyable de dire que le corps peut fonctionner. Et là, j'en arrive juste à une chose qui est ce que tu expliques depuis le départ, qui est notre capacité à mobiliser ces graisses, à utiliser ces graisses comme substrat énergétique. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Après, il ne faut pas croire qu'attention que le gars qui aurait plus de gras peut faire plus avec sa graisse, parce qu'encore une fois, le facteur limitant, il arrive, si on parle d'effort physique, hein, il arrivera ailleurs. Ce ne sera pas une Non. limitation Mais énergétique. là, toi, tu parles de l'entraînement sportif. Moi, je Oui. parle de fonctionner. Fonctionner au quotidien. Ok. Alors là, je suis d'accord avec toi. Oui, ça veut dire que si on imaginait théoriquement une durée de jeûne sur la base de ce calcul-là, C'est ça. théoriquement, il pourrait effectivement survivre plus longtemps au jeûne. Beaucoup plus longtemps que moi. D'autant plus que, a priori, avec ma taille, mon poids et ma masse musculaire, mon métabolisme basal va être bien plus élevé. Donc, je vais consommer naturellement plus de calories, même si on est au repos tous les deux. Ouais. Mais la différence, c'est que moi, je vais pouvoir probablement plus facilement mobiliser ces graisses parce que j'ai appris à le faire. Ouais. Et donc, la discussion, je l'amène où? À comment est-ce que je peux faire pour apprendre à utiliser mieux mes graisses? Est-ce qu'il n'y a que la cétose, est-ce qu'il n'y a que le jeûne, ou est-ce qu'il y a d'autres techniques qui vont faire en sorte que je puisse plus facilement avoir accès finalement à ce substrat énergétique qui est, comme tu dis, quasiment infini quand il pense, Ouais. qui est celui des graisses? Bah, si tu... Oui, oui, mais indirectement, on va retomber sur la même chose, c'est-à-dire que... Donc, tu as dit quoi, le jeûne, la cétose, et tu veux savoir s'il y en a d'autres? S'il y a d'autres choses qu'on peut faire, ouais. J'ai envie de dire la base, c'est sûrement la méthode la plus utilisée pour si on prend des sportifs d'endurance, c'est de travailler dans la zone du fat max. Le zone cardio, E. quoi.
Donc le cardio long, l'endurance fondamentale. Voilà, c'est ça. Et Cette fameuse zone 2 ou quoi? Ouais, c'est ça, c'est vers la zone 2, ouais. Dans le modèle des 5 zones. Oui, c'est l'idée, oui. Ouais. Oui. Et du coup, ça serait de travailler proche du fat max parce que tu es dans la zone d'intensité où les lipides vont être oxydés avec un débit maximal. Et donc, on pourrait imaginer que c'est à ce moment-là que tu as le plus d'adaptation sur le métabolisme des lipides. C'est ce qu'a l'air de montrer l'expérience. Et comment est-ce que nous pouvons connaître notre fat max? À quelle allure est-ce que je dois courir? À quelle fréquence mon cœur doit battre? À quelle allure est-ce que je dois pédaler pour être à ce fat max? Alors ça, c'est une question facile si on veut être vague et difficile si on veut être précis. Okay. Parce que, en vrai, le fat max, il y a un intervalle. Si on raisonne en pourcentage de la fréquence cardiaque ou fréquence cardiaque de réserve, l'intervalle est assez large. Et donc c'est dur, je peux pas, tu vois, en un calcul, même si j'étais donné, c'est quoi l'intervalle? Je peux pas le trouver. T'as une idée? 50%, 60%, c'est non, de la fréquence je crois qu'on est autour des 60, mais avec un... Là, je suis plus très sûr de moi, il faudrait vérifier, parce que c'est pas mon domaine. On en revient à ça, ça correspond plus ou moins à cette fameuse zone 2 en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Avec de la marge un peu vers le haut. Avec de la marge. Maintenant, les indicateurs que je donnerais, un indicateur facile entre guillemets, c'est de te dire, si j'arrive à peu près à parler et à faire une phrase en entier, a priori, je dois être dans cette zone-là. Ça, c'est le premier truc. Et maintenant, si je veux la déterminer précisément, là, c'est plus onéreux. Il faut faire les tests avec les gaz expirés, parce qu'en fonction des volumes de CO2 versus volume de dioxygène, on peut remonter précisément à la proportion de lipides et de glucides que tu as. Mais ça, évidemment, c'est plus fastidieux. Il faut que ça se fasse dans un centre, etc. C'est ça. Et puis, c'est onéreux. Donc, pour des sportifs dont vraiment c'est quelque chose de central dans leur vie, ça vaut peut-être le coup de le faire. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui court 2-3 fois par semaine. Mais donc pour quelqu'un qui voudrait progresser dans sa mobilisation, dans son utilisation des lipides, passer en cétose ou en low carb, faire du jeûne de temps en temps, à partir du moment où tu te sens bien avec ça, et de la zone 2. Donc expliquer ce que c'est de la zone 2, c'est ce moment où je fais du cardio, de l'endurance fondamentale, comme on dit ici. En confort respiratoire. Confort respiratoire, donc je peux parler. Si j'accélérais, ce serait compliqué de finir mes phrases, mais là, je peux encore parler. C'est ça, oui, parce que si j'ai trop de marge, je vais être trop bas dans la consommation énergétique, donc il ne faut pas être trop bas. Si je suis trop haut, je vais plus taper dans le glucide. Après, moi, je te dis, le moyen que je vais faire cet été, c'est que je vais avoir une séance où je cours 10, 12, 14 km et je vais partir en cétose. Donc du coup, en fait, je suis sûr de taper dans le métabolisme des lipides. Je sais que ce n'était pas ta question parce qu'on avait déjà dit que la cétose marchait, mais au moins je suis quasiment assuré d'avoir les adaptations que je recherche. C'est ça, donc c'est cette idée en fait, on a décrypté qu'il y avait le jeûne, la cétose et la zone 2, et ça veut dire que si je peux cumuler l'histoire, alors ça a encore plus de sens. Donc typiquement, faire un jeûne intermittent, aller pourquoi pas faire de la zone 2 à la fin de cette période de jeûne parce qu'on sait que ma réserve en glycogène va être du coup plus basse, ou encore être en cétose et ou en low carb et aller faire de la zone 2. Alors je dis pas que c'est la seule chose qu'il faut faire. J'ai envie de dire que moi la zone 2, je vais même pas y faire attention parce que, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais si je vais partir et que je suis en cétose, de toute façon je vais être obligé de fonctionner sur mon réservoir de lipides. Bien sûr. Et si mon objectif, je me suis dit, objectif de séance, c'est 13 km. Faut que je fasse mes 13 km. Donc, parce que là, tu prends ton point de vue d'athlète. Je parlais plus pour quelqu'un qui veut apprendre à mobiliser tout ça et qui n'a pas forcément encore tes compétences. Tu vois. Alors, moi, ce que je voulais y venir justement, mais ce que j'ai envie de dire, c'est quand même pour des débutants, méfiez-vous de l'entraînement à jeûne. Pas s'en méfier, non, c'est pas le bon terme, parce que je ne veux pas leur dire de s'en méfier, puisque ça peut être bien, mais... En tout cas, quand c'est des gens qui veulent se remettre en forme ou perdre du poids, etc., je trouve que s'entraîner à jeun n'est pas forcément pertinent. Je suis d'accord. Parce qu'on met moins les watts à l'entraînement. Donc il faut bien définir l'objectif. Si l'objectif, c'est d'aller chercher des adaptations sur le métabolisme des lipides, je pense que c'est pertinent. Je suis d'accord. De s'entraîner à jeun, voire même si le repas de la veille, il n'y avait pas de glucides, c'est encore mieux. Parce qu'en vrai, quand vous faites un gros plat de pâtes le soir, le lendemain matin, le glycogène, il est là. Il est bien là, ouais. On peut se raconter des histoires, donc faites gaffe. On allait dormir entre les coups. J'avais oublié de préciser ça, mais le jeûne, quand les gens disent je suis à jeun le matin, pour moi, c'est pas vrai. Vous êtes blindé de glycogène en général, donc si on veut vraiment jouer le jeu, essayez le dernier repas, on dégage les glucides. Mais par contre, attention avec l'entraînement à jeun. Si mon but c'est de perdre du poids, de développer de la puissance, etc., je vais moins mettre les watts à l'entraînement. J'aurai donc peut-être une dépense énergétique moins forte. J'aurai moins d'adaptation peut-être sur des fibres rapides. Donc en fait, c'est toujours quel est l'objectif de la séance.
Voilà, un marteau et un tournevis, ça ne sert pas à faire la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre. Et donc, parce qu'il y a eu des modes aussi sur les réseaux sociaux, l'entraînement à jeun, c'est trop bien, c'est pas bien. Moi, je dirais, ça dépend de l'objectif. Exactement. Si tu veux envoyer les watts, non, l'entraînement à jeun, c'est pas pertinent. Si tu veux perdre du poids, c'est pas forcément pertinent non plus. Ouais. Si tu veux t'entraîner sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure, métaboliser des lipides et donc améliorer cette oxydation et ce transfert des lipides pour être oxydé, là, c'est hyper pertinent. Il y a 1h15, tu nous as sorti des papiers et on n'en a jamais parlé. Ouais, c'est vrai que... Alors, j'ai lu pas mal d'études pendant que je m'intéressais au sujet. Et donc là, on en a une qui date de 1999, donc qui Metabolic Adaptation to High Fat Diet in Endurance Cyclists. Donc ils ont pris des cyclistes en gros, ils ont fait pédaler sur des efforts assez longs, je crois que c'est 2h30 à 70% du VO2 max. Okay. Et ils ont fait un groupe qui mange une diète très riche en graisse, donc plutôt type cétogène, et un groupe diète classique, glucides, etc. Et je voulais appuyer ce qu'on disait sur l'adaptation du métabolisme des lipides, parce que alors en termes de performance, on voit qu'il y a égalité dans les deux groupes, à 70% de VO2 max, donc ça veut dire qu'on est sur un effort d'endurance voilà, qui n'est pas hyper intense, loin de là. Bon, il y a plein de figures, je ne vais pas vous faire toute l'étude, mais celui que je voulais te montrer, que je trouve très intéressant, c'est celui-là. Tu vois, donc peut-être que ça, on mettra l'image à l'écran. On va essayer de le mettre à l'écran maintenant pour ceux qui écoutent, il faut expliquer. Oui, parce que voilà, si je pourrais vous le montrer, mais je pense qu'on va le mettre à l'écran. À gauche, là, ce qu'on a, High Fat Diet Group, en fait, ce qu'on voit, c'est la proportion de graisse oxydée. Donc, par exemple, quand on regarde à gauche, là, je suis sur le graphique de gauche, hein, le premier jour, on a à peu près 60% de l'énergie qui provient de l'oxydation des lipides. Et donc, le reste, ça vient des glucides. Et évidemment, on a la même courbe sur le graphique de droite avec le groupe qui consomme des glucides. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tous les 5 jours, on refait le test et que du côté du groupe qui est sur une consommation de graisse très élevée, donc qui est sur une diète cétogène, la courbe, elle monte et on augmente le pourcentage de lipides jusqu'à environ 100%. Okay. Ce qui est intéressant. Et donc, ce qui montre bien qu'en fait, ils arrivent à fournir toute l'énergie dont on a besoin pour cet effort-là. Seulement sur les lipides. Seulement sur les lipides, et de manière assez rapide, puisqu'au bout de 5 jours, le gros de l'évolution est fait. Hein. On voit qu'après, ça ne bouge pas beaucoup. 5 jours, c'est pas vraiment rapide, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que la céto-adaptation se fait forcément en 5 jours. D'ailleurs, on voit qu'ils continuent de se céto-adapter après, mais qu'en gros, tu as un bond, et qu'après, ça augmente un petit peu moins vite. Okay. Et puis, la céto-adaptation, il y a plein de choses qui rentrent dedans. Il n'y a pas que ce facteur-là, mais ça, déjà, je trouvais que c'était intéressant de le voir. Ouais. Et sans rentrer dans tous les détails de l'étude, ce qui montre aussi, c'est qu'en fait, les athlètes, c'est pas vraiment les athlètes, en tout cas les sujets qui ont fait l'étude, se retrouvaient avec plus de triglycérides intramusculaires, c'est-à-dire que c'est comme s'ils augmentaient les stocks de triglycérides, donc de lipides utilisables, directement dans le muscle, et qu'en quelque sorte, les lipides avaient moins besoin de voyager jusqu'à l'endroit où ils allaient se faire oxyder. C'est un truc, je me permets de faire une parenthèse, parce que tu me fais penser à un lien avec l'inflammation intestinale et certaines personnes qui du coup ont plus de graisse viscérale, donc de graisse autour des viscères, probablement pour justement avoir accès à cette graisse en fait, pour leur fonction énergétique et potentiellement même anti-inflammatoire. Là, c'est quasiment la même chose quand ils pensent. En fait, c'est le corps qui dit « je vais avoir besoin d'énergie et pour pas avoir tout ce trajet, tout ce travail à faire, je vais la stocker en intramusculaire ». C'est ça l'idée en fait. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est le corps qui met la graisse au bon endroit en fait. C'est le corps qui met la graisse au bon endroit, ouais, on peut voir ça comme ça. Jusqu'à un moment où ça devient délétère dans le cas de la graisse viscérale, mais c'est vraiment intéressant de voir. C'est tout à fait ça. Je trouve l'adaptation du corps, à quel point de nouveau c'est quand même une machine extraordinaire. C'est fou, hein, et le parallèle est super intéressant. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, si on prend un triglycéride, alors un triglycéride, je pourrais vous mettre la molécule à l'écran, mais là, j'ai mis un triglycéride à chaîne moyenne. Et en fait, si tu veux, pour que les graisses vous donnent l'énergie, il y a besoin de faire plusieurs choses. De un, il y a déjà besoin de faire ce qu'on appelle la lipolyse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un triester de glycéride. La lipolyse, ça va être je simplifie un peu, mais de casser des liaisons comme ça pour libérer, ça c'est un acide gras. Okay. Donc quand je casse le triester, je me retrouve avec, paf, 3 acides gras. 3 acides gras
Donc 3 molécules comme ça, qui sont normalement plus longues. Hein. Là, j'ai pas mis tous les carbones, mais voilà. 3 acides gras et un glycérol. Donc ça, il y a une enzyme déjà dans le boulot, clac, clac, c'est de faire ce découpage. Une fois qu'on a fait ce découpage, l'acide gras, sa destinée, c'est de se faire oxyder à l'intérieur d'une mitochondrie. Donc la fameuse petite cellule énergétique, la petite centrale énergétique. Voilà. Mais le truc, c'est que là, on a le même problème que tout à l'heure. L'acide gras, il ne sait pas rentrer dans la mitochondrie. Il est bloqué à la porte. Donc voilà. Et il y a une molécule, un enzyme qui permet de faire ça. C'est en fait, il va réagir avec la carnitine. Donc la carnitine, c'est une molécule. Et il y a un enzyme très important, ou une enzyme très importante, qu'on appelle l'acétylcarnitine transférase. Ok. Voilà. C'est cadeau. On peut l'appeler CAT, carnitine acétyltransférase. L'enzyme CAT qui va permettre de faire une réaction, de transporter l'acide gras dans la cellule, dans la mitochondrie, pardon. Ouais. Et ensuite, il va se faire découper par d'autres enzymes. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quelque chose qui mesure dans cette étude, c'est l'activité de cette enzyme CAT, carnitine acétyltransférase. Et donc, on voit ici, c'est qu'on voit que l'activité, on dit ça passe de 0,45 à 0,54 micromoles par gramme par minute. Alors, ça veut dire quoi les micromoles par gramme par minute? Ça te renvoie en fait à la quantité à la cinétique de la réaction qu'elle peut faire, qu'elle peut catalyser, entre guillemets, entre la carnitine et l'acide gras. Donc en fait, ce que ça dit, c'est que cette enzyme-là, en ayant une meilleure activité, va permettre aux acides gras de rentrer plus vite dans la mitochondrie pour se faire ensuite tabasser par les autres enzymes, découper et faire l'acétyl-CoA. Se faire tabasser par les autres enzymes, j'aime beaucoup. C'est ça. Mais donc on voit qu'en fait, parce que voilà, quand vous voulez qu'un acide gras, qu'un triglycéride produise de l'énergie, il y a donc des phénomènes de transport, il y a des phénomènes d'oxydation, donc vraiment de la chimie. Et finalement, le corps, il va adapter partout où il peut pour optimiser parce que on a pris une voie de secours et on n'a plus les glucides. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de voir ces adaptations-là et qui ont des répercussions ensuite sur la mobilisation de l'énergie quand on s'entraîne. Absolument. Il y a un effet quand même, faut parler des effets négatifs parce qu'ils en parlent aussi un petit peu, mais c'est bien expliqué également que sur les hautes intensités, par contre, il y avait des moins bonnes performances à partir du moment où... ça s'est vérifié là-bas aussi, sur le cyclisme. Je crois que c'est cette étude-là, ou sinon j'en ai une autre en tout cas où ils en parlent. Alors après, je ne vais pas me perdre dans mes études parce que le podcast, on ne va pas retenir nos auditeurs trop longtemps. C'est peut-être pas dans celui-là. Tac, 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 tac. Tu nous enverras de toute façon. Si, attends, ingestion of... ils disent que ça altère significativement l'utilisation des substrats pendant un effort submaximal. Sous-entendu submaximal, je traduis, ça veut dire au-dessus du seuil aérobie, qui pourrait être discuté. Mais en gros, dans les hautes intensités, que là, il y a une moins bonne utilisation des substrats. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'études. Il y avait aussi celle-là qui est intéressante, enfin il y en a plein, mais Effect of Ketone Bodies on Endurance Exercise, je crois que je t'en avais aussi parlé de celle-ci. Ouais. Et là c'est pareil, il y a une des conclusions qu'on a ici, tu vois, je peux te le montrer, que tu le vois de tes yeux, c'est on peut conclure, je le traduis en temps réel même si c'est en anglais, qu'une keto diet sur le long terme peut être favorable pour des athlètes d'endurance pendant la séance préparatoire et avec un volume élevé d'entraînement pour des intensités basses à modérées, pour performer nanana. Que c'est une diète adaptée pour maximiser l'augmentation du fat max dont je t'ai parlé tout à l'heure et une réduction de la masse de la masse corporelle. Ouais. Et d'aller vers des volumes d'entraînement élevés. L'idée c'est ça, donc très bien pour avoir un meilleur fat max, des volumes d'entraînement plus élevés, etc. Donc hyper intéressant, comme je le disais tout à l'heure, pour les sports d'endurance sur les sports d'endurance pour faire des tu nous longues enverras séances. toutes les refs que je puisse Bien sûr, dans la je te description. mettrai les refs et on pourra mettre en description. Mais quand même, il y a cette phrase, il faudrait le lire en entier, mais là je résume un petit peu, je vous fais un résumé. Cependant, la diète cétogène ne semble pas capable de permettre de soutenir un exercice d'intensité modérée à élevée. Parce qu'on arrive moins bien à mobiliser les glucides. Et donc là, il y a effectivement un effet chez les gens qui font de la céto stricte très longtemps. On le voit aussi dans d'autres études,
où à un moment donné, les corps cétoniques viennent inhiber l'action d'un autre enzyme, du coup, qui est la lactate déshydrogénase. Et donc la lactate déshydrogénase, son boulot, c'est plutôt de travailler sur le métabolisme des glucides. Et donc on devient meilleur en fait dans l'utilisation des lipides, moins bon dans l'utilisation des glucides, ce qui est logique puisqu'on ne s'entraîne plus à les utiliser. Et d'où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le plus pertinent, mais là c'est encore des questions qui ne sont pas totalement répondues, est-ce que le plus pertinent, c'est pas d'aller chercher un peu des deux, finalement, de réussir à mêler le meilleur des deux mondes. Et puis ce qui est intéressant dans toutes ces études, et je vais finir ma phrase qui dure depuis tout à l'heure, ma phrase est très longue, mais c'est que toutes les études terminent quand même par dire qu'il faut des études complémentaires. C'est vraiment pas quelque chose de... Ouais, je pense que ça va encore être étudié très largement. Très clairement. Et d'ailleurs, j'ai pas d'une étude de 99, mais là, on est remonté à 2018, ça y est. Donc, toutes les autres études que j'ai sorties, elles sont assez récentes, c'est 2018, 2019. On n'est pas sur des vieux machins, quoi. Donc, c'est vraiment un sujet qui est étudié et je pense qu'on va en apprendre toujours plus. Et c'est ça qui est beau avec la science, c'est que on avance toujours, on avance dans la connaissance. D'où l'importance aussi, je trouve, des cas anecdotiques, quoi, qui vont du coup peut-être parfois être en avance sur ce que la recherche va pouvoir prouver, entre guillemets, ou renforcer en tout cas. Vraiment cet intérêt de tester sur le terrain et de voir, on le redit, comment vous vous sentez. C'est ça, et puis l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à prouver quelque chose que cette chose n'existe pas. Et donc c'est pour ça que le terrain garde toute sa place et qu'il ne faut pas rentrer non plus dans le dogmatisme de dire il faut faire ce que disent les études. Non, c'est pas vrai, parce qu'encore une fois, il y a plein de choses qu'on n'est pas capable de prouver. Et si on le trouve dans 10 ans, est-ce que ça veut dire que c'est pas vrai aujourd'hui? Donc il faut laisser aussi la place au terrain, à l'empirisme. Nice. Je voulais aborder une notion à propos des lipides avec toi, puisqu'on parle de graisse, acide oméga 3, acide gras oméga 6, tous les deux essentiels. Je pense que c'est vraiment important de le dire. Ouais. Tous les deux sont essentiels. On parle d'acide gras essentiel. Il faut les absorber par l'alimentation. Exact. Mais pourquoi est-ce qu'on a vraiment ce problème systémique à l'heure actuelle d'avoir un excédent d'oméga 6 dans notre alimentation par rapport à nos oméga 3? C'est quoi le problème réel que ça va créer? Le problème, c'est qu'on a... alors les oméga 3 et les oméga 6, ils ont plein de rôles. Donc déjà, on parle d'acides gras. On est encore dans le thème des lipides, des acides gras et des triesters d'acides gras. D'abord, je me permets de faire un petit point de chimie. Bien sûr. Je te mettrai le dessin. Oméga 3, ça veut dire qu'on part du bout de la chaîne. Tu vois, quand j'ai un acide gras, encore une fois, ma chaîne carbonée est trop courte. Normalement, elle est beaucoup plus longue. Je te mettrai un dessin. Il y en a 6 là. Là, il n'y en a que 6, donc on est vraiment sur un acide gras tout petit. En général, on est plutôt sur des acides gras à 16, 18 carbone, etc. Oméga 3, ça veut dire que je pars du dernier carbone et je compte 1, 2, 3, et ça veut dire qu'ici, il va y avoir une double liaison carbone-carbone. Donc, donc c'est ce qu'on appelle une insaturation en chimie, donc des acides gras insaturés. Alors qu'oméga 6, on va partir du carbone du bon, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en 6e position, en partant de la fin, il y aura une double liaison carbone-carbone. Donc la structure chimique est un peu différente. Et en fait, les oméga 3, ils interviennent, ce sont des molécules en fait, qui sont anti-inflammatoires, et les oméga 6, pro-inflammatoires. C'est ça. Attention, l'inflammation, c'est pas toujours quelque chose de mauvais, c'est même souvent quelque chose de très bon, puisque dès qu'il y a une adaptation, une réparation dans le corps, le premier messager, c'est l'inflammation, qui va envoyer un signal à d'autres cellules pour qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait un processus de réparation. Donc, je préfère le préciser parce que des fois, il y en a qui vont dire « Ah, les oméga 6, c'est mauvais, etc. » Non, ce qui est mauvais, c'est que notre alimentation moderne est très transformée, a déséquilibré. En réalité, le corps, il a besoin d'un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 pour réguler les processus inflammatoires. D'accord, je reste assez général, mais dans le principe, c'est ça. Et du coup, si on dérègle d'un côté ou de l'autre, c'est pas bon. Et il se trouve que notre alimentation dérègle vachement en faveur des oméga 6. Je crois que le rapport idéal, alors ça a dû évoluer ces dernières années, mais oméga 3 sur oméga 6, je crois qu'on doit être à 4 pour 1 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, en fait, entre 1 pour 1 et 4 pour 1. Donc d'oméga 6, donc comme je dis toujours, vous prenez une cuillère à soupe d'oméga 3, vous pouvez mettre 1 à 4 cuillères d'oméga 6. Pour le moment, selon les régions, etc., on est à 20 pour 1. Et aux États-Unis, certaines études montrent 30 à 40 pour 1 dans l'alimentation. Et donc là, en fait, on est sur une bombe d'inflammation, en plus de tout le reste. Qui est déjà... C'est des molécules qui vont booster l'inflammation à fond. Et ça c'est une catastrophe et c'est ce qui justifie qu'on aille chercher des sources d'oméga 3. Et surtout qu'on diminue celle d'oméga 6, surtout. Oui,
Je pense que les deux vont de concert. Alors si on est dans, effectivement, si on est dans une optique d'alimentation low carb ou cétogène, déjà, on diminue pas mal de base. Oui, avec le fait que tu pourrais, alors je vais me faire l'avocat du diable, d'accord? Tu pourrais faire une alimentation cétogène, hyper pro-inflammatoire. C'est tout à fait possible aussi, tu vois. Tu irais trouver tes graisses et tes protéines dans de la charcuterie transformée, tu mangerais que des noix, et en fait tu te retrouverais avec de l'oméga 6, de l'oméga 6, de l'oméga 6 et pas d'oméga 3. Ouais. Mais l'idée, effectivement, c'est que la plupart des gens qui vont se tourner vers une alimentation cétogène vont être ce qu'on appelle health conscious, donc ils vont être conscients de leur santé. Et donc, au lieu de se tourner vers ce genre de choses, ils vont évidemment avoir quelque chose de plus équilibré, avec typiquement des jaunes d'œufs de bonne qualité, avec des poissons gras, etc., qui vont apporter des oméga 3, et surtout diminuer ces apports en oméga 6 ultra pro-inflammatoires. Je parlais de la charcuterie parce que c'est vraiment un très très bon exemple, qui est bourré d'oméga 6 dans lequel il n'y a plus du tout d'oméga 3. Tu parlais des œufs, les œufs de mauvaise qualité, effectivement, le ratio est complètement modifié. C'est ça, parce que tu nourris les poules avec du soja et du maïs, et donc c'est compliqué pour elles de nous faire des bons oméga 3. Maintenant, tu as soulevé un point intéressant qui est l'inflammation, c'est vital. Ouais. Le problème, c'est quand on en a trop tout le temps. C'est ça. Mais l'inflammation, c'est quoi en fait ? Pourquoi est-ce que c'est vital pour le corps ? L'inflammation, c'est vital parce que c'est ce qui va permettre en fait de mettre en place Là, je sors un peu de mon champ de compétences, je préfère être honnête parce que s'il y a des spécialistes qui regardent, je ne voudrais pas qu'ils m'en veuillent et qu'ils me jettent des tomates, mais qu'ils jettent des tomates sur leur écran. Mais en tout cas, l'inflammation, c'est ce qui va permettre d'envoyer un signal pour qu'il y ait des molécules qui viennent potentiellement, donc par exemple des macrophages qui vont permettre de nettoyer, entre guillemets, réparer une zone. C'est ça. Et donc, il ne faut pas oublier que le corps, on a l'impression qu'on est tel quel et que c'est stable, mais on a toujours des cellules qui s'autodétruisent et qui sont fabriquées, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de cycle comme ça, pareil avec les globules rouges, etc. Enfin bref. Et donc ce processus d'inflammation, si par exemple, je vais prendre des exemples tout con, mais tu te blesses, tu te fais une entorse de cheville, l'inflammation c'est la première chose qui va permettre de ramener du sang, de ramener des molécules qui vont permettre de réparer. Donc si on coupe l'inflammation, on parlait du froid tout à l'heure en off, directement avec du froid, c'est pas toujours une bonne idée. Et de la même manière, quand tu fais une séance, maintenant je vais sur quelque chose de plus positif que la blessure, mais quand tu fais une grosse séance de muscu, une grosse séance de crossfit, etc., derrière le corps il se mange une inflammation. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Là, cette inflammation, on la veut, oui, voilà, c'est là où on voulait aller. Cette inflammation, on la veut parce que tu veux que derrière, il y ait de l'hypertrophie ou un gain de force ou quelque chose, et ça démarre par un processus inflammatoire. Donc l'idée, c'est de ne pas couper l'inflammation aiguë, mais de couper l'inflammation chronique. J'aurais tendance à le voir comme ça, effectivement. Après, il y a sans doute des cas d'inflammation aiguë excessive, probablement, oui. Mais en tout cas, si c'est une inflammation aiguë souhaitée, notamment faite par l'entraînement, là, je pense qu'au contraire, on est très content qu'il y ait une inflammation. Et c'est pour ça que moi, ça me rend dingue, comme je te disais, quand je vois une pub où ils te disent ils te présentent un anti-inflammatoire et ils disent, par exemple, dans le champ d'application, il y a j'ai des courbatures. Là, je suis pas d'accord. Tu dis non, tu vas pas gober des anti-inflammatoires qui peuvent te dézinguer juste parce que tu as mal à cause de ton entraînement. Alors, tu t'es entraîné aussi pour créer cette inflammation. C'est ça. Donc tu le fais uniquement si tu peux plus dormir parce que tu as tellement mal que tu peux plus dormir. Évidemment. Bon, là, évidemment, tu prends un anti-inflammatoire. Mais dans ce cas, on est dans le cas d'une blessure. Mais exactement. Pour moi, on n'est plus dans le cas de simples courbatures. En fait, c'est ça. Ce sont plus des simples courbatures de l'entraînement. C'est vraiment le moment où tu es allé beaucoup trop loin. Ouais. Donc là, il serait intéressant de revoir ton entraînement. Maintenant, il y a un lien quand même que je trouve très intéressant à faire à ce propos, qui est par rapport à l'hypertrophie, où en fait, on se rend compte maintenant que typiquement les bains de glace, les douches froides, etc., sont plutôt à proscrire dans les heures immédiates après l'entraînement d'hypertrophie, puisque en fait, ça va venir freiner cette inflammation et donc limiter les adaptations. Limiter les adaptations, exactement. Moi, j'ai entendu 6 heures. La douche froide, ça reste un peu d'eau froide qui te coule dessus. Oui. Je suis pas sûr que la douche froide... L'immersion, plutôt, ouais. Je pense que c'est pas assez significatif, mais l'immersion, clairement, ça a été démontré. Qu'on pouvait avoir effectivement moins d'adaptation, là où si tu as fait un entraînement d'endurance,
ils ont mesuré qu'il n'y avait pas de différence. Et donc l'intérêt des bains froids qu'on voit par exemple, parce que c'est très très la mode dans le CrossFit, tu sais, on les voit aux Games, ils sortent d'une épreuve et ils vont se plonger dans un bain froid. Là, je pense que c'est beaucoup plus un côté antalgique en fait. Je pense que c'est beaucoup plus un côté j'ai très mal, ça brûle, tu vois ce que je veux dire? Et dans 3 heures, je dois repartir, quoi. Mais ça, c'est très bien quand tu es sur 3 jours de compétition, par exemple, parce que tu vas effectivement avoir l'effet antalgique anti-inflammatoire. Mais là, c'est une bonne chose, puisque on ne recherche pas l'adaptation, on recherche la performance. C'est ça, à ce moment-là, tu ne cherches pas à progresser. Tu cherches à avoir le moins mal possible et à pouvoir performer le plus vite possible. Ouais. Donc les bains de glace, effectivement, qu'on voit quand les gars ils enchaînent, soit au CrossFit, comme tu dis, soit plusieurs matchs dans certains sports, etc. Là, c'est complètement pertinent, parce que tu vas baisser vraiment l'état inflammatoire, tu vas baisser les douleurs, et donc tu vas pouvoir repartir plus fort derrière. Mais par contre, si tu es dans tes cycles d'entraînement et que tu fais ça derrière ta grosse séance de muscu, je pense que c'est dommage. Oui, et puis il faut avoir conscience aussi que ce processus-là peut potentiellement entraver ta récupération, donc ta surcompensation, quoi. C'est ça. En fait, cette récupération qui va faire en sorte que tu progresses, mais comme tu le dis, là on s'en fout si on progresse pas, le but c'est d'aller tabasser, c'est d'aller accomplir le résultat, et donc on fait le bain froid, quoi. Ouais, tout à fait. Intéressant, et donc dans le quotidien... Tu ne progresses pas à l'échelle d'une journée, le temps que les adaptations se fassent. En réalité, parce que dans ta surcompensation, d'abord tu régresses pour progresser. Et donc l'idée, c'est si on diminue la régression, en fait. En faisant le bain froid, on veut couper l'adaptation, mais négatif comme positif quelque part. C'est ça, oui, c'est ça. Tu vas lisser la courbe en fait. Ouais. Au lieu de faire ça, tu vas lisser la courbe. Ouais, tu vas lisser la courbe. Ah, hyper intéressant. Raph, je me suis régalé. On a parlé de plein de choses très intéressantes. Moi aussi. Et je veux vraiment te remercier d'être venu dans le podcast. Avec plaisir. Vous retrouverez la chaîne de Raph dans la description, avec grand plaisir. On a fait une vidéo sur ta chaîne, on a fait une vidéo sur ma chaîne Jack's Team Coaching, et il y en aura une autre qui sera extraite de ce podcast sur la cétose. Bref, vous entendrez parler de Blablaro Labo, et allez voir sa chaîne, il y a des trucs de vulgarisation. Moi j'ai appris beaucoup de choses, parfois un peu fun, comme sur l'alcool ou les flatulences, et puis des choses parfois un petit peu plus éducatives. La chimie du prout, ouais. Ouais, c'était un bon délire. Merci Raph. Merci à toi.